bonne ambiance sur ce plateau, avec Lucas Manger qui m'accuse d'être une cheftaine. Je dis la vérité. Non, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur LCI. Et justement, pour une grande soirée, ce soir riche en événements comme d'habitude, et en commentateurs, et on va essayer tous de comprendre ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça commence par le direct. Le direct, voilà, on aime, c'est l'avion de Donald Trump, Air Force One, qui quitte la base de Andrews dans le Maryland, où il était arrivé, non pas en hélicoptère comme d'habitude, parce que sans doute le temps ne le permettait pas. Vous voyez qu'il y a des nuages noirs derrière cet avion de Air Force One. J'étais aux États-Unis il y a encore quelques heures, il faisait très très froid. Bon là, bref, Donald Trump va se rendre chez lui, à Mar-a-Lago, en Floride, et je pense que dans cet avion, il pense à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Non, plus sérieusement, il pense sans aucun doute à la conversation téléphonique qu'il y a eu il y a quelques instants avec un journaliste de Reuters, puisqu'il a dit à un journaliste de Reuters qu'il était convaincu, lui, Donald Trump, que les Iraniens étaient prêts, étaient enclins à faire un accord, à conclure un accord avec les États-Unis dans des conditions qui seraient des conditions bonnes pour les États-Unis. Et il a dit cela, Donald Trump, après l'arrivée, il y a quelques heures maintenant, du ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, sur le sol pakistanais. C'est-à-dire que, voilà, vous le voyez, la descente de l'avion, ce n'est pas Air Force One, c'est un avion de la République islamique d'Iran qui a atterri sur le tarmac d'Islamabad au Pakistan, puisque des négociations, il semblerait que des négociations vont sans doute reprendre. Sophia Amara, je vais vous donner la parole tout de suite quand je vais vous présenter tout le monde, même si on ne sait pas encore qui va représenter les Iraniens, puisqu'il y a quelques doutes sur le fait que ça soit le président du Parlement, monsieur, rappelez-moi son nom, Ghalibaf, Mohamed Ghalibaf, exactement, et c'est la raison pour laquelle J.D. Vance, le vice-président américain, ne s'était pas rendu un peu plus tôt dans la semaine au Pakistan. Donc tout est en train de se produire sous nos yeux. Donc ce soir, nous sommes avec Sophia Amara. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être là, Sophia. Michel Goya, bonsoir. Vous êtes consultant militaire LCI. Merci de vous être joint à nous. Xavier Titelman aussi, ancien aviateur militaire. Bonsoir. Spécialiste aéronautique et défense. Samantha Bendern, bonsoir Samantha. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Lucas Manger, que je ne présente plus, grand reporter. Et enfin, Guillaume Lasconjarias, bonsoir. Vous êtes historien militaire et professeur associé à Sorbonne Université. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Sophia, que pouvez-vous dire par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait que, alors qu'on n'y croyait plus vraiment, eh bien, ça rebondit en même temps des négociations possibles, une espèce d'escalade dans le potentiel des négociations et une escalade potentielle militaire sur laquelle nous allons revenir bien sûr en parallèle tout au long de la soirée. Oui, déjà au niveau diplomatique, même au niveau diplomatique, les faisceaux sont contradictoires. Parce qu'au début on a dit on ne retourne pas à la table des négociations, puis finalement ça s'est débloqué, sauf que celui qui y va, c'est le ministre des Affaires étrangères, dont on sait qu'il n'a pas réellement un mandat pour négocier avec les Américains. Mais qui là ? Personne apparemment, je dis bien apparemment. Les Pakistanais ont déclaré il y a un court instant que le ministre des Affaires étrangères iranien rencontrerait les Pakistanais seulement. Et pour donner vraiment l'impression qu'il ne se déplace pas pour rencontrer en direct les Américains, qu'il pourrait leur remettre un document écrit, eh bien, Téhéran annonce qu'il se rend ensuite à Oman et en Russie. Ce qui veut dire qu'il est là presque comme de passage. Quant à Mohammad Bakr Ghalibaf, apparemment, qui est évidemment le président du Parlement, le président du Parlement et qui dirigeait le dernier round des négociations avant celui-ci, qui est le deuxième, eh bien apparemment, il n'est pas dans l'avion. Oui. Entre-temps, aujourd'hui, quand je vous disais qu'il y avait en parallèle du diplomatique, des négociations et du militaire, puis tout cela va ensemble, le ministre de la guerre américain, le secrétaire d'État de la Défense, Pete Hegseth, a donné une conférence de presse il y a quelques heures et il s'est montré plutôt direct et particulièrement menaçant.
Le président Trump a ordonné de tirer sur tous les navires iraniens qui tentent de transiter par le détroit. Par ailleurs, si l'Iran pose des mines dans le détroit, s'il menace des forces armées, nous allons tirer pour tuer sans hésitation. Guillaume Lascangerias, nous avons droit là à de la rhétorique bien militaire. Nous réservons le droit de tirer et de tuer. Quand vous êtes un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. En fait, le sujet en fait que pose Exet, c'est que il est dans une forme lui aussi de fuite en avant. C'est-à-dire que ça cache mal le fait que sa propre administration, le Pentagone et tout ce qu'il y a autour, est en train de vivre une crise aussi assez importante. Vous qui revenez des États-Unis, vous le savez sans doute encore même mieux que nous. Mais ce qui est important, c'est que on a eu cette semaine la démission du secrétaire à la Navy, comme ça, du jour au lendemain, entre mercredi et jeudi. Le plus haut gradé de la marine américaine a démissionné. C'est le responsable de ce dont les États-Unis font aujourd'hui, ne veulent pas faire l'économie, à savoir le renouvellement de leur marine pour rester à parité avec les Chinois. Et donc on sait qu'il a à sa charge notamment, ou du moins il avait à sa charge, les programmes de construction, notamment y compris des nouvelles frégates de la fameuse classe Trump. Et tout ça a disparu. Et ça vient avec finalement cette obligation de jeter toujours une forme d'écran de fumée, avec finalement pour un secrétaire d'État à la guerre, et je terminerai là-dessus, une vision quand même très tactico-tactique, c'est-à-dire vraiment ras du sol. On va couler les navires, mais quel est l'effet derrière ? Qu'est-ce qu'on recherche ? En fait, on ne sait pas véritablement. À l'écouter, on se demande réellement s'il est chargé d'autre chose que justement de lancer comme ça des annonces, mais qui ne sont pas véritablement suivies plus que des faits. En tout cas, concrètement, regardons ces images qui nous parviennent d'Israël sur l'aéroport Ben Gourion. Vous voyez ces avions ravitailleurs qui sont rangés, parqués, mais qui sont en grand nombre. Michel Goya, c'est le signe de quoi ? Est-ce que cela pourrait illustrer le fait que les Israéliens, les Américains sont prêts à agir très vite en Iran ? Voilà. Si les négociations capotent. Oui, non, mais qu'ils soient prêts à agir, ça c'est normal, c'est l'évidence. De toute façon, à reprendre cette guerre. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Déjà, on n'imagine pas que par exemple, les Américains reviennent à la maison, qu'ils disent, ou que Pitex 7 disent, finalement, on va désarmer un petit peu, puis on va baisser un peu la garde. Non, au contraire, il faut montrer les muscles, il faut en tout cas se préparer. Tous les militaires, de toute façon, soit ils agissent, soit ils se préparent à agir. Donc tout ça, c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit en Israël. C'est-à-dire que là, on a un problème un peu nouveau, opérationnel nouveau dans cette guerre pour les Américains, c'est le problème des bases. Et on s'aperçoit que les grandes bases, ils étaient habitués à avoir la supériorité aérienne, à ne pas être véritablement menacés, et d'un seul coup, ils s'aperçoivent que leurs bases peuvent être frappées par des missiles, et notamment aussi par des drones à longue portée, du type Shahed, etc. Et ça semble les prendre un peu au dépourvu, et ça oblige aussi à évacuer un petit peu quand même les bases qui sont trop proches de l'Iran, et donc à agir beaucoup plus en retrait, ce qui évidemment complique quand même un petit peu les choses, les opérations, et en tout cas impose de passer par toute cette flotte absolument essentielle de ravitailleurs. Sans ravitailleurs comme ça, les Américains et les Israéliens seraient incapables, ou s'ils en avaient moins simplement, ils seraient incapables de mener une opération, une campagne aérienne de cette ampleur. Il y a donc la guerre qui est en trêve entre l'Amérique, Israël et l'Iran, mais il y a également une autre guerre, la guerre entre Israël et le Liban, Israël et le Hezbollah. Hier soir, alors que justement des négociations étaient en cours à Washington, sous l'égide des États-Unis, on a vu d'ailleurs Donald Trump s'immiscer dans le bureau où ça se déroulait, il a annoncé, le président américain, que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban serait prolongé de 3 semaines. On écoute Donald Trump. Il s'avère que le Liban et Israël s'apprécient mutuellement. Je l'ai appris aujourd'hui. Nous avons eu une excellente réunion avec de très hauts responsables libanais et de très hauts responsables israéliens. Et nous pensons que le président libanais et le premier ministre israélien viendront ici dans les 2 prochaines semaines. Ils ont convenu d'une prolongation de 3 semaines, du cessez-le-feu, d'arrêt des tirs. Nous verrons bien. Nous espérons que cela se produira.
Thomas Misraki, bonsoir, vous êtes avec nous en direct de Beyrouth, la capitale du Liban. Vous êtes avec Vincent Wartner. Est-ce que cet optimisme de Donald Trump, c'est-à-dire la prolongation du cessez-le-feu, comment tout cela est perçu là où vous êtes au Liban? On y croit? Écoutez, je préfère vous dire qu'on parle de prudence ici pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sait que le chemin vers la paix va être difficile, il est semé d'embûches. Parmi ces embûches, évidemment, il y a les demandes du Liban à Israël pour arrêter les combats. Pour l'instant, l'État hébreu ne les a pas acceptés. Un État hébreu qui continue de frapper les positions du Hezbollah, qui lui-même, évidemment, frappe des positions israéliennes. Vous aurez noté que ces dernières heures, les combats n'ont pas cessé entre Israël et le Hezbollah. Le mouvement chiite qui a aussi clairement fait savoir qu'il était contre, sur le fond et sur la forme, les discussions en cours entre Israël et le Liban. La stratégie des autorités libanaises est assez simple, en fait, qu'Israël, avec la pression américaine, accepte toutes les demandes libanaises de manière à affaiblir le mouvement chiite politiquement ici au Liban, ce qui permettrait donc d'installer un processus de paix. C'est ce qu'espèrent en tout cas les Libanais, qui doivent aussi compter sur un autre front et sur le résultat d'autres négociations entre Washington et Téhéran, parce que tout le monde est bien conscient ici qu'une solution ne peut être trouvée qu'avec le concours de l'Iran. Oui. Merci infiniment Thomas Misraki, vous étiez en direct de Beyrouth. Justement, vous évoquiez à l'instant ce deuxième front, celui de la guerre en Iran. Israël Katz, le ministre de la Défense d'Israël, est catégorique. Il semble même presque impatient, je dirais, de reprendre la guerre en Iran. On écoute ces propos d'Israël Katz. Les cibles ont déjà été repérées. Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. L'armée israélienne est prête à se défendre et à attaquer. Et en outre, pour renvoyer l'Iran à l'âge des ténèbres et à l'âge de pierre, en faisant sauter les principales installations énergétiques et électriques et en détruisant les infrastructures nationales et économiques. Oui, Lucas Manget, là, dans les mots, on a véritablement la reprise du vocabulaire de Donald Trump, c'est-à-dire faire rendre l'Iran, la faire reculer jusqu'à l'âge des ténèbres, l'âge de pierre. Oui, mais les Israéliens sont dans une situation très compliquée ces jours-ci, parce que si, par hasard, les négociations d'Islamabad fonctionnaient, eux, ils se retrouvent coincés d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue politique. Netanyahou et la coalition qui est au pouvoir en Israël a fait de la menace iranienne la principale bataille politique dans un contexte en plus électoral, avec des élections qui sont prévues pour le mois d'octobre. Netanyahou est le dirigeant israélien qui a le plus incarné la menace iranienne comme étant existentielle contre l'État d'Israël. Et donc, s'il échoue là, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Et puis, d'un point de vue strictement militaire, les Israéliens ont l'impression d'être allés seulement à mi-chemin. Ils n'ont pas terminé ce qui était engagé dans la discussion, on va dire, ou la décision qui a été prise conjointement par Netanyahou et Trump début février, de se dire on va faire tomber le régime iranien. Le régime n'est pas complètement tombé, il a changé de nature, mais il n'est pas complètement tombé. Mais la menace balistique est encore réelle, et pour l'instant, sauf si on apprend dans les heures qui viennent qu'effectivement les Iraniens rendent ou donnent à quelqu'un d'autre, peut-être aux Russes, les 440 kilos d'uranium enrichi, les Israéliens, ce qui est un trophée de guerre pour Donald Trump, par exemple l'uranium, ne l'est pas pour les Israéliens. Et donc les Israéliens sont dans une situation compliquée, d'où la surenchère, la verbale du ministre israélien de la Défense. Nous allons aller directement en Israël voir Stéphane Goldin. Stéphane Goldin, bonsoir, vous êtes analyste sécuritaire, vous êtes ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Les images que nous voyons à l'écran sont des images publiées aujourd'hui par Tsahal, qui frappe des cibles du Hezbollah au Liban. Il y a eu de nouvelles images qui ont été publiées par Tsahal ce soir même sur ces fameuses frappes, sur ces cibles particulières au Liban. Stéphane Goldin, ce cessez-le-feu a été prolongé. Le Hezbollah a tiré des roquettes ce matin sur le nord d'Israël. Tsahal a répliqué. Est-ce que c'est tenable finalement ce cessez-le-feu, cette prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu? Est-ce que c'est tenable, tout simplement? Bien sûr que tout est tenable, mais c'est vrai qu'on a l'impression de rentrer dans une sorte de guerre d'usure.
parce que concrètement, on a un jeu de ping-pong qui est en train de se faire entre le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah ne veut pas de cet accord, il le dit, il le redit, et dans le fond, cet accord met un coin, je dirais entre guillemets, au Hezbollah. Donc le Hezbollah veut contrer cet accord, donc il continue d'attaquer Israël. Israël est dans l'obligation, entre guillemets, de répondre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des populations du Nord qui sont évidemment touchées par les roquettes et par les drones qui tombent sur le nord d'Israël. Et vous savez, au Moyen-Orient, on ne peut pas laisser les choses faire de cette façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tendre l'autre jour, pour dire clairement les choses. Et donc, Israël réplique. Donc oui, ça va être tenable. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'il y a énormément aussi d'espoir, entre guillemets, entre ce qui pourrait se passer entre le Liban et Israël. Et c'est vrai que cet espoir est très fragile. Pour l'instant, tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence. Tout le monde, personne ne sait concrètement jusqu'où ça va aller. Donald Trump a invité Aoun et Netanyahou à Washington dans le courant de la semaine prochaine, enfin, ou en tout cas dans les 3 semaines qui viennent. Donc concrètement, personne ne sait. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas une volonté pour Israël, comme une volonté, j'en suis persuadé, pour le gouvernement libanais, d'arriver à quelque chose où on pourrait se débarrasser du Hezbollah. Or, la question du Hezbollah, elle est liée à un autre enjeu qui est la question de l'Iran. Mais revenons un instant sur ce qui se passe véritablement entre Israël et le Hezbollah. Israël, dans le sud du Liban, détruit systématiquement les villages frontaliers sur le modèle de Gaza. Et si cette trêve tient et que les 600 000 personnes qui ont été déplacées, qui ne peuvent pas revenir justement sur place parce que leurs maisons sont rasées, est-ce que ça n'est pas une annexion de fait sans déclaration officielle de la part d'Israël de cette partie du Liban ? Écoutez, je ne pense pas qu'Israël souhaite annexer une partie du Liban, même une partie du sud du Liban. Que les choses soient claires. Pour le moment, Israël essaye de maintenir une bande de sécurité pour préserver sa population du nord. Donc elle n'a aucune volonté. C'est vrai qu'il y a énormément de bombardements qui se font à la frontière entre Israël et le Liban, sur d'ailleurs le premier tiers entre la frontière et le Litanie, et donc Israël, pour l'instant, essaye de préserver sa sécurité. Israël veut à tout prix, je dirais, respecter ce cessez-le-feu. Mais elle a toujours dit que si elle était attaquée, elle se devait avoir le droit de répondre. C'est ce qu'il fait. C'est ce que l'État d'Israël fait quotidiennement, parce qu'il y a toujours ces attaques. Alors c'est vrai qu'il y a pour le moment ce bombardement au sud du Liban qui se fait régulièrement suite aux attaques du Hezbollah. Après, on le souhaite. Franchement, je pense qu'Israël a déjà eu l'expérience d'être au Liban à maintes et maintes reprises. On sait très bien le bourbier que c'est, et Israël n'a aucun intérêt de vouloir rester, en tout cas au Liban et au sud du Liban. Oui. Merci Stéphane Goldin, c'est toujours très intéressant d'avoir vos commentaires et votre analyse depuis Israël. Michel Goya, effectivement, on a l'impression d'une impasse totale dans ce conflit-là également, avec deux parties qui se regardent en chien de faïence et les soldats de l'armée du Liban qui sont censés être 15 000 soldats libanais pour remplacer Tsahal. C'est ça. Mais est-ce que véritablement cela est envisageable ? Est-ce que tout cela est réaliste ? Normalement, ça aurait dû être fait depuis 20 ans, en réalité, de l'application de la résolution 1701 de 2006. Et ça n'a jamais été fait. Et si ça n'a jamais été fait, ce n'est pas sans raison. C'est parce que personne ne veut le faire. Ben voilà. Bon, voilà, j'ai dit la vérité. Ou personne ne peut, c'est qu'on ne veut pas. Ou ne je sais peut pas. le faire. Ne peut ou ne veut. Les deux sont liés, c'est-à-dire que voilà, c'est que l'armée libanaise, qui était censée au passage être appuyée par la FINUL, mais la FINUL de toute façon elle ne sert à rien, elle ne peut rien, et elle termine son mandat à la fin de l'année, et c'est très bien. Oui, et elle souffre de nombreuses pertes, je rappelle, 2 soldats français récemment. Voilà, accessoirement pour rien. Mais donc la FINUL, ça ne servait à rien, et l'armée libanaise, en fait, elle n'a pas du tout envie, globalement parce qu'elle a parfois des accointances, tout simplement pour beaucoup avec le Hezbollah, parce qu'ils ont peur du Hezbollah, et donc on fait largement un peu semblant. Donc, pour revenir à l'origine, le traité, enfin les discussions entre l'État libanais et Israël, c'est
très bien, c'est historique. C'est peut-être, pour l'instant, c'est peut-être le seul succès de Donald Trump dans cette guerre. Maintenant, le plus dur reste à faire, quoi. Quel est le seul succès de Donald Trump ? Ça, c'est arriver à mettre des Libanais et des Israéliens ensemble et peut-être arriver à quelque chose qui ressemble. En tout cas, lui ne pense qu'à une chose, vous l'avez entendu, c'est de réunir dans le bureau ovale, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Non, encore une fois, c'est le Premier ministre israélien et le président libanais. Non, c'est un vrai succès, effectivement. Maintenant, encore une fois, le plus dur reste à faire. C'est-à-dire qu'après, oui, il faut à la fois désarmer le Hezbollah et ensuite faire en sorte que Israël quitte le Liban, quoi. Et dans les deux cas, ça va être très compliqué. Alors, vous le disiez, il s'agit, on passe d'une guerre à l'autre parce qu'elles sont absolument liées. Et revenons à la guerre en Iran qui nous occupe, qui occupe tous les esprits, en tout cas ceux de Pete Hegseth, le secrétaire d'État américain à la guerre, ou le ministre de la Défense, comme on veut, comme on préfère, qui a montré les muscles tout à l'heure lors d'une conférence de presse à laquelle assistait également le chef d'État Jordan Kane, qui n'a pas dit grand-chose. Voici ce que Pete Hegseth a dit à propos de concrètement ce qui est en train de se passer dans ce fameux détroit d'Ormuz. Il n'y aura pas de transit via Ormuz sans autorisation des États-Unis. Le blocus se renforce, se resserre chaque heure. Nous sommes en contrôle. Rien n'en sortira ou ne rentrera dans ce détroit. Samantha Bendern, vous m'avez l'air assez dubitative sur cet aspect catégorique de rien ne rentre ni ne sort du détroit d'Ormuz. Mais moi j'ai l'impression d'entendre le Kremlin qui parle quand j'entends Pete Hegseth. Excusez-moi, c'était pas très politiquement correct ce que je dis, mais voilà, ça me rappelle de mes bons souvenirs soviétiques presque. Nos bons souvenirs. Nos bons souvenirs, absolument. On y était au même moment. La vérité, c'est qu'il y a des bateaux qui sortent et des bateaux qui rentrent. Il y a parfois des bateaux qui ne sortent pas parce qu'ils sont arrêtés par les Américains et d'autres fois par les Iraniens. Et ce qui se passe, c'est que pour les armateurs, c'est absolument un cauchemar, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être arrêtés par les Iraniens, par les Américains ou potentiellement par les deux. Et c'est ça, si vous voulez, quand on regarde le genre de pression qui est mis sur la navigation dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, pour que les effets soient catastrophiques sur le commerce mondial, il ne faut pas que tous les bateaux soient arrêtés. Il suffit qu'un seul soit arrêté. C'est comme une opération terroriste. Pour un terroriste, l'objectif n'est pas de réussir tous les coups, c'est de réussir un seul coup. Et donc, quand les Iraniens arrêtent 2 bateaux, comme ils l'ont fait ces derniers jours, c'est un coup énorme. Alors, les Américains ont aussi arrêté. Voilà, c'est un raisonnement contre un raisonnement. C'est la guerre des images, des arraisonnements, d'un côté comme de l'autre. Pour les Américains, celui qu'ils ont arraisonné tout près du Sri Lanka, c'est totalement hors du périmètre d'Ormuz. Oui. C'est un bateau dans l'océan Indien qui était parti d'Iran il y a 3 semaines, donc avant le blocus. Donc c'est une façon des Américains de montrer partout où vous soyez dans le monde, nous pouvons vous avoir. Et ça crée le stress sur l'économie mondiale. Et donc finalement, personne n'est vraiment en train de gagner quoi que ce soit dans cette bataille, mais tout le monde est en train de perdre. LCI, nous avons un envoyé spécial à Doha. Jordan Olivier, vous êtes avec Bogdan Budka. Comment, justement, est-ce que vous êtes à Doha, dans le Golfe, est-ce que ce blocus est efficace ? Selon Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, le blocus américain est bel et bien efficace. Il a tenu une conférence de presse il y a quelques heures et il a affirmé qu'une 30aine de bateaux avaient été repoussés. Oui, mais voilà, dans le même temps, on apprend que 34 navires iraniens ont réussi à passer ce blocus américain, pas par la force, tout simplement en coupant leur transpondeur et en longeant les côtes. D'abord la côte iranienne, puis la côte pakistanaise, et surtout, on apprend qu'un certain nombre de ces navires ont réussi à sortir avec à leur bord du brut, plusieurs millions de barils de brut iranien, le plus souvent en direction de la Chine. Alors forcément, ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains, ne serait-ce qu'en termes de communication. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques heures, l'USS George W. Bush a rejoint la région, a rejoint ce golfe d'Oman, peut-être dans un premier temps pour solidifier ce blocus et dans un second temps pour mettre encore un peu plus la pression sur les Iraniens dans ce golfe d'Oman.
Oui, merci d'avoir été avec nous depuis Doha. Il y a, Xavier Titelman, ces images qui nous sont parvenues tout à l'heure, de ce qui illustre complètement la guerre asymétrique. C'est celle de l'arraisonnement, justement, par une petite vedette iranienne qui a l'air de rien, mais qui, vous allez nous donner des détails, va très vite, arraisonne, regardez ces images, un gros bateau maritime, un gros navire commercial, on la voit, la vedette arriver, et qui aujourd'hui encore, puisque les images datent d'aujourd'hui, sont venus narguer en quelque sorte ces navires commerciaux qui sont dans le détroit d'Ormuz. Le vrai problème en fait pour les Américains, c'est que certes la marine iranienne n'existe plus, ils n'ont plus de gros bateaux, ils n'ont plus les moyens d'opérer de manière régulière, mais il leur reste tout le quasiment non conventionnel. Ces petites vedettes qu'on voit là, théoriquement, les Iraniens le disent, elles pourraient aller jusqu'à 200 km/h. Mais même si ça va à 150 km/h, ça veut dire qu'en une dizaine de minutes, elles ont déjà fait quasiment la moitié du détroit et elles peuvent aller intercepter ces bateaux avant que les Américains n'aient le temps de décoller, de faire décoller un avion de chasse qui doit durer une petite dizaine de minutes. Donc certes, s'ils sont capables de les détecter avec des avions de patrouille maritime qui ont volé une demi-journée, le temps d'être capable de les intercepter, c'est encore une autre affaire. Et donc, logiquement, ces petits navires se rapprochent, peuvent tirer, ont des grenades ou alors peuvent lancer... Ils peuvent tirer, mais enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer contre un grand... face à un bateau civil, à peu près n'importe quoi, un bazooka qui le bateau civil, effectivement, ne répondra pas. Ils peuvent aussi se fracasser comme opération suicide. De façon ukrainienne, qui ont eux des drones navals, mais là en l'occurrence c'est peut-être des commandos suicides, ils peuvent aussi exploser sur l'arrière, et on se souvient du nombre de navires, que ce soit des navires militaires ou des cargos russes, qui ont été empêchés par des moyens qui n'étaient pas beaucoup plus lourds que ceux-là. Donc Guillaume Lascangerias, combien de temps ça peut durer finalement ce rôle de gendarme du détroit que se sont arrogés les Américains face à ce harcèlement? En fait, ça peut durer très longtemps parce que vous avez, alors d'un côté, une forme de blocus non temporaire, mais qui est tout dans la perception du côté iranien. La perception notamment étant par cette question, on y viendra peut-être sur y a-t-il ou pas des mines oui, on va y venir. Oui. C'est la grande question philosophique du soir. La deuxième, c'est en fait plus qu'un blocus américain, il faudrait parler d'une sorte de barrage filtrant, mais qui est aussi extrêmement au sud, c'est-à-dire que les deux sont pas face à face. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire, Guillaume Lascangerias, qu'ils sont trop loin, les Américains. Est-ce que c'est ça la réalité? Sont-ils trop loin parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques? Ils sont trop loin et ils sont pas assez nombreux. Ah bon, voilà, ça fait deux problèmes. Je pense que Michel Goya est d'accord avec vous sur le fait qu'ils sont pas assez nombreux. C'est un chiffre qui disait aujourd'hui, je crois qu'ils sont théoriquement 19. Alors 19 navires de premier rang. Alors c'est impressionnant, c'est-à-dire que ça fait à peu près la totalité de la marine de premier rang française. Vous avez quand même derrière 2 groupes aéronavals, ce qui est assez important parce que ça vous donne notamment une forme de permanence aérienne. Sauf que l'endroit et la carte est assez là-dessus misleading. Pardon, elle est un peu confusante parce qu'ils sont beaucoup plus au sud. Ils sont en fait sur une ligne quasiment qui va du sud du sultanat d'Oman jusqu'au Pakistan. C'est-à-dire qu'ils sont à 200 ou 250 km de l'entrée du détroit d'Ormuz. Ils sont même pas dessus. Et ensuite, ils sont censés verrouiller quelque chose qui fait pas loin de 400 ou 450 km de large. En gros, il suffit, et ça a été expliqué, couper le transpondeur. Vous pouvez vous diluer. C'est pas dire que vous êtes invisible, ça veut dire que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Écoutez, donc Michel, c'est impossible de faire la police dans ce détroit. Écoutez, alors effectivement, si en plus vous passez par les eaux territoriales, vous longez les côtes, c'est à la fois, bien sûr. Si c'est les côtes iraniennes, c'est dangereux de s'approcher des côtes, et si c'est les côtes pakistanaises, c'est compliqué. Pakistanaises ou indiennes, c'est compliqué d'intervenir. Notez qu'en réalité, il y a 2 zones de blocus. Il y a la zone qu'on a vue sur la carte, mais en fait, il y a la zone océan Indien, c'est-à-dire que le groupe porte-hélicoptère du Boxer, il a été scotché dans cette mission océan Indien. Et donc vous avez à la fois les Marines qui sont dans l'océan Indien et qui font pas autre chose, et les Marines du Tripoli qui en fait sont en train de faire la police aussi. Autrement dit, plus les destroyers évidemment qui sont dans cette mission. Mais quand on fait cette mission, on fait pas autre chose. C'est-à-dire que en faisant ça, les Américains ils se bloquent pour faire autre chose. Donc ils s'auto-bloquent en bloquant le détroit d'Ormuz. Ils sont incapables, par exemple, de monter une opération amphibie sur le détroit d'Ormuz. Tous les moyens sont scotchés ailleurs. Donc pour vous, ils ne peuvent absolument pas faire ces deux choses à la fois. Donc si jamais ils montaient une opération amphibie dans ce détroit, il faudrait qu'ils arrêtent d'essayer de le bloquer. Ça c'est compliqué. Ou alors ils ont utilisé la brigade de la 82e Airborne, mais c'est pas sa mission, pour un assaut héliporté éventuellement sur le détroit, mais ça me paraît très compliqué. Donc là, ça veut dire clairement, on a renoncé à attaquer le détroit d'Ormuz. Voilà. Pour le moment. En tout cas, un des points les plus
controversé et provocateur de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, c'est la question du péage, Lucas Manget. Hier, le vice-président du Parlement iranien, et non pas le président du Parlement iranien, a annoncé que la banque centrale iranienne avait perçu ses premiers revenus du péage. Alors, on ne sait pas combien ils ont perçu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, un projet de loi avait été approuvé il y a déjà un mois dans ce sens-là. Les Iraniens sont donc en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour montrer, souligner, s'arroger cette souveraineté dans le détroit. Il y a deux choses. Il y a les annonces. Ils annoncent ce qu'ils veulent et personne ne pourra les vérifier puisque les armateurs ne vont pas dire s'ils ont payé ou non. Et il y a donc beaucoup d'enfumage sur cette histoire du péage. Pardon, justement, je vous coupe, c'est que la Russie serait exempté des frais de transit. Gentil. On n'est pas étonné. Si péage il y a, on voyait sur la carte tout à l'heure, il est donc au nord des îles de la Tombe, qui de cet étroit passage qui permet aux Iraniens effectivement de contrôler. Alors faut pas imaginer, c'est pas le péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines, hein, c'est pas, il n'y a pas des comment dire des caisses et des barrières. Tout ça se négocie probablement par des communications cryptées et ce genre de choses. Alors, il y a eu des soupçons depuis le début, depuis le 28 février, de passage de certains bateaux. Il y a certains bateaux qui sont passés, d'avoir négocié directement avec les autorités iraniennes pour pouvoir faire sortir des cargaisons. Après, c'est autre chose. C'est que si les Iraniens le font et que d'une certaine manière, les armateurs du monde et les assureurs acceptent ce système, on entre dans une autre configuration maritime mondiale, puisque rien n'empêchera les Indonésiens, les Chinois de le faire dans le détroit de Malacca. Normalement, on ne paie pas les passages des détroits quand ils sont des constructions naturelles. Les seuls endroits où c'est payant, c'est Panama et Suez, puisque ce sont des constructions humaines qui ont coûté très cher, et donc on fait payer les compagnies qui les passent. Mais encore une fois, c'est comme pour l'histoire des mines dont on parlait tout à l'heure. Il y a des déclarations. Les Iraniens ont intérêt à dire qu'ils ont instaurer un droit de passage et qui gagne beaucoup d'argent. Les Américains ont intérêt à le démentir. On est dans une zone très grise sur laquelle il faut être honnête et reconnaître qu'on sait très peu de choses. Les armateurs, encore une fois, ne vont pas dire s'ils ont payé parce qu'ils ne peuvent pas le dire. C'est tout leur business qui est en jeu. Et donc, il faut reconnaître qu'il faut parfois être patient, qu'on saura ces choses-là dans les semaines et dans les mois qui viennent. D'accord. On pourra l'analyser, mais que là, je pense que sur ce plateau, aucun d'entre nous, corrigez-moi si je me trompe, mais n'a la preuve que les Iraniens ont vraiment instauré ce péage. Ah non, mais si le fait de l'annoncer est très important. Non, mais le fait de l'annoncer est une information. En revanche, effectivement, essayer de comprendre ce qui se passe, ça c'est de notre ressort. Samantha, vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si péage il y a, comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il est effectué? Parce que les Iraniens sont coupés du système bancaire mondial, ils vont être payés en quelle monnaie? Et c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les Américains ils l'ont dit en yuan, annoncé éventuellement ou en crypto-monnaie. Les deux moyens. Les Américains aujourd'hui ont annoncé qu'ils vont sanctionner toutes les cryptos iraniennes. Donc on peut s'imaginer qu'ils ont peut-être des informations sur la façon dont ce droit de passage est payé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les réseaux iraniens et surtout l'agence Tasnim qui explique comment cet argent va être utilisé pour le bien du peuple, pour la reconstruction, pour les infrastructures, que tout va être extrêmement contrôlé et que bien sûr les gardiens de la révolution ne vont pas en mettre en plein les poches. Ce que connaissant un petit peu les accusations de corruption contre eux, ce dont on peut douter. Prendre avec beaucoup de doute. Voilà. Vous évoquiez à l'instant, Lucas Manget, les fameuses mines dans ce détroit d'Ormuz. En tout cas, les Américains, et en la personne de Pete Hegseth, qui en a parlé tout à l'heure, croient à la présence de ces mines et il hausse le ton, le secrétaire d'État américain à la guerre, à ce propos vis-à-vis des Iraniens. Le président Trump a ordonné de tirer sur tous les navires iraniens qui tentent de transiter par le détroit. Par ailleurs, si l'Iran pose des mines dans le détroit, s'il menace des forces armées, nous allons tirer pour tuer sans hésitation. Nous allons tirer sans hésitation. Mais d'abord, est-ce que vous pensez que c'est possible que les Américains réagissent comme cela? Et comment l'armée américaine fait-elle pour savoir combien il y a de mines, où sont-elles posées?
Alors, par principe, quand un bateau est en train de poser des mines, il est légitime qu'ils essaient de le détruire. Et c'est étonnant qu'il ait besoin de le rappeler, mais c'est juste pour dire qu'ils sont toujours présents et qu'ils vont essayer de le faire. Partons du principe qu'il y a quelques mines qui ont été quand même néanmoins posées par des vedettes rapides, par des micro-sous-marins qui peuvent lancer ça. Une fois qu'elles sont placées, c'est des mines dérivantes. C'est quand même relativement difficile de les suivre. On connaît les courants. Alors, il paraît que les courants vont vers la côte iranienne. Alors, a priori, ce serait plutôt défavorable pour les Iraniens sur le long terme, mais en l'occurrence, ils ont vraiment été placés sur le canal principal. Mais qu'il y en ait 100, 10 000 ou 0, finalement, on n'en sait rien et personne n'ose passer ni tenter la traversée par cette zone-là. Mais personne n'ose passer à cause des mines, ou personne n'ose passer à cause de la menace militaire américaine, ou à cause de la menace militaire iranienne. À mon avis, si... Tout le monde est paralysé. Si un navire... Enfin, il y en a quand même qui passent, d'ailleurs. Il y a quand même des... qui passent. Mais si un navire saoudien, transportant du pétrole saoudien, demandait de passer, les Américains le laisseraient passer. Oui. Si c'est un navire avec du pétrole iranien, c'est niet. Les Américains vont le bloquer. Donc la question, chacun fait son contrôle. C'est ça. Oui. Mais sauf que le pétrole iranien, le pétrole saoudien ou émirati, il n'ose pas passer par cette zone qui est potentiellement dangereuse, oui. Donc il doit passer au nord, à portée de tir des Iraniens, et donc ils ne le feront pas. Donc on est bloqué pour cette simple raison. Guillaume Lascangerias. Il y a un truc tout bête, c'est-à-dire qu'il faut regarder simplement du côté des assurances. Ce qu'on appelle le coût de l'assurance maritime a besoin de 2 choses pour revenir à la normale. 6 semaines sans aucun incident, bon là on en est quand même loin parce que même s'il s'en passe que 1 tous les 2 jours, à chaque fois vous remettez une pièce dans la machine. Et la deuxième, c'est que... Donc 6 semaines sans aucun incident, ça serait positif. Mais ça n'est pas le cas. Ça voudrait dire que alors avec un retour potentiellement à la normale, c'est-à-dire que aucun incident, ça veut dire pas de menace ni d'un côté ni de l'autre, ça veut dire pas d'accident avec potentiellement des gerbes d'eau qui indiqueraient la présence ou pas de mines, pas d'attaque de cette fameuse flotte moustique. En fait, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Et vous regardez, vous avez quand même toujours aujourd'hui... Flotte moustique ou plutôt flotte frelon, parce qu'elle fait mal. C'est ce que nous disait le général Delors tout à l'heure sur le plateau. Moustique. Oui, frelon, ça fait plus mal qu'un moustique. Samantha. Oui, le frelon fait beaucoup mais le frelon est plus visible que le moustique. Mais voilà. Ce qui est extrêmement compliqué avec cette flotte insecte qui pique. Cette flotte qui est capable de harceler, effectivement. C'est qu'elle est faite, d'après ce que j'ai compris, je me suis un petit peu renseignée dessus, beaucoup de ces bateaux sont faits en fibre de carbone, donc quasiment indétectibles. Quand ils bon, alors je vois que Xavier hoche un peu de la tête. C'est le spécialiste, et qu'ils peuvent se fondre aussi, surtout s'il y a beaucoup de vagues. Ils sont très très difficiles à repérer sur les radars, et comme vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, extrêmement rapide. Et quand vous êtes un navire commercial, vous n'allez pas résister, parce qu'on n'a pas d'armes pour résister, et puis on l'accepte, ce ne sont pas des navires armés. Et par rapport aux assurances, la Lloyd's de Londres est en train de faire un travail énorme pour comprendre comment ils vont pouvoir assurer les navires dans l'avenir si cette situation perdure, parce qu'en effet, même s'il n'y a plus de mines, même si tout retourne à la normale, les bateaux doivent être assurés pour pouvoir voguer dans la légalité. Et en ce moment, c'est extrêmement compliqué, extrêmement cher. Est-ce que c'est peut-être même moins cher de payer le payage en crypto ou en yuan? Pour le moment, le cessez-le-feu temporaire, mais qui a été prolongé là aussi par Donald Trump, tient entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Mais chaque partie, on le voit, se prépare pour une escalade imminente si ce cessez-le-feu s'effondrait. Et côté américain, c'est très simple. Il s'agit d'un ciblage dynamique des capacités iraniennes autour du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que, Michel Goya, les Américains proposent différentes possibilités de frappe. Ils sont prêts à frapper de façon dynamique, comme ils le disent. C'est du jargon militaire, vous m'expliquerez ce que cela veut dire. Le détroit d'Ormuz, le golfe d'Oman, les golfes Persiques, concrètement, ça veut dire quoi ? Dynamique, ça veut dire c'est sur des cibles non prévues, non préparées, non planifiées. Donc ces trucs qu'on envoie, on a des avions qui font des raquettes dans le ciel et à qui reçoivent l'ordre de détruire cet objectif. Mais ce n'était pas prévu. Mais concrètement, est-ce qu'ils seraient capables de cibler ces petits patrouilleurs rapides ?
c'est compliqué. C'est possible, hein. Non, mais c'est possible. Ces patrouilleurs, en fait, c'est efficace à quelques dizaines de kilomètres de la côte. Ils ne sont pas faits pour aller en haute mer. Et puis, dès qu'ils s'éloignent, ils finissent par être repérés. Et puis là, on peut effectivement les intercepter. Mais ça va tellement vite qu'à quelques dizaines de kilomètres de la côte, ça va trop vite pour qu'on puisse les intercepter. C'est pour ça qu'ils sont particulièrement menaçants dans le détroit d'Ormuz, où c'est très resserré. Et le long de la côte, éventuellement. Non, ce que disent les Américains, c'est que... ce qui est normal d'ailleurs, on a un plan de ciblage de toute la région du détroit d'Ormuz. En gros, on est prêt à vitrifier toutes les unités militaires qui sont à l'Arak, à Kesh, sur les îlots, et on va tout casser. Oui, mais Michel, après avoir bombardé des cibles éloignées, parce qu'on est d'accord, pendant toute cette première partie de la guerre, les 39 jours, les cibles étaient éloignées. Est-ce que les Américains, aujourd'hui, elles étaient dans la profondeur de la République islamique d'Iran? Est-ce qu'aujourd'hui, on assisterait éventuellement à un changement de tactique du côté américain? Est-ce que Donald Trump est prêt à prendre ce risque? Oui, alors ça veut dire qu'encore une fois, au lieu de taper, comme vous le disiez, sur des cibles intérieures, sur les sites de missiles balistiques, etc., on se concentre, on concentre très fort de frappe sur la côte, et particulièrement sur le détroit d'Ormuz. Bon, ok. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'on a complètement neutralisé tous les Iraniens dans la zone et que donc le commerce peut reprendre normalement puisqu'il n'y a plus de force iranienne? Bon, le problème, c'est que c'est peut-être un peu aléatoire, malgré tout. C'est difficile de détruire à 100% complètement des défenses, surtout qu'elles sont quand même, là aussi, préparées. Ou alors, est-ce que c'est un préalable à une prise de contrôle par les Américains eux-mêmes? C'est-à-dire, concrètement, on envoie des Marines sur l'île de Kesh ou sur l'Arak, et puis on prend le contrôle directement des îles. Ça, de fait, ça pourrait être le cas. Et là, pour le coup, oui, on prendra les Américains, prendre le contrôle, et ils pourraient libérer à nouveau le commerce. Maintenant, c'est prendre un risque considérable. Prendre un risque considérable. Pete Hegseth, le ministre de la guerre de Donald Trump, aujourd'hui, lors de sa conférence de presse, a évoqué justement la situation dans le détroit d'Ormuz, et il a même comparé les Iraniens à... je vous laisse découvrir. Gang of pirates. Nous avons réduit la marine iranienne à un groupe de pirates. Nous avons montré ce qu'ils étaient, des vrais brigands des mers. Ils ne contrôlent rien. Ils agissent comme des pirates, comme des terroristes. Ce sont eux qui posent des mines, qui tirent sur des navires de façon aléatoire, qui ont tué 40 000 Iraniens dans le cadre des manifestations. Ils ont tiré sur leur propre peuple. Ce sont eux les mauvais. Bon, je vous ai tous vu réagir sur ce plateau en écoutant Pete Hegseth. Sophia Amara. Oui, c'est du Donald Trump... mieux ou moins bien? Pareil, mais avec la puissance en moins et une coiffure différente. Non, mais pour parler sérieusement, non, en fait, ce qu'il dit là, alors terroriste, pirate, très bien, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ces pirates-là, parviennent à leur fin. C'est-à-dire que les Américains, et vous l'avez très bien expliqué, Samantha, n'arrivent pas à prendre le détroit, parce que c'est ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs à l'intérieur du territoire. Peut-être qu'une autre phase arrivera à de meilleurs résultats. Pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est débloquer le commerce du pétrole. Et pour ce faire, ils ont, comme vous disiez, colonel, la possibilité de vitrifier la côte, mais aussi il leur faudra prendre des îles. Et c'est à cette condition-là qu'ils peuvent complètement tenir le détroit. Mais ces pirates dont il parle, ou ces terroristes tels qu'il les a nommés, ce sont ces bateaux et il ne peut rien faire contre. Il en a quelques 700. L'Iran en a quelques 700. Ils ne sont pas repérables complètement par les radars. Ils sont proches des côtes. Les Américains sont loin. Le temps qu'ils réalisent qu'ils sont rentrés en action, souvent ils sont très nombreux. Parfois, et on l'a vu sur ce plateau en images, des images qui étaient impressionnantes, c'était des bateaux kamikazes, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dedans et ils les jettent contre un objectif. Donc c'est très difficile de maîtriser ces pirates, pour reprendre l'expression à nouveau. Tout à l'heure, les forces américaines, elles sont occupées à faire le blocus. Voilà. Et donc, elles ne peuvent pas faire ça. Et si par hasard, vous voyez les porte-hélicoptères d'un seul coup changer de mission et se rapprocher du golfe d'Oman, ça veut dire que les Américains auront changé d'optique et qu'ils se préparent à autre chose. Guillaume Lascongérias, sur ces propos de Pete Hegseth. Alors déjà, je trouve que si vraiment il était
si vous avez un petit peu de lexicologie, c'est pas pirates qu'ils sont, c'est des corsaires, parce qu'après tout, ils sont au service d'un État. Donc déjà, absolument, vous avez bien fait de le souligner, de le préciser. On peut considérer que effectivement, c'est des pirates avec un drapeau. Là, techniquement, c'est un. Ce sont des Iraniens, des Américains en fait. Ils ont dit aussi que c'est des pirates. En fait, il se renvoie à la politesse. Voilà. Ensuite, derrière, sur ce qu'il dit. La valeur de son texte, c'est une sorte de valeur performative. Parce que l'on dit, ça va avoir lieu. Sauf que, en fait, les mots sont creux, et comme le sont d'ailleurs ceux de son chef. Une forme d'incapacité à transformer ces multiples conférences de presse en une réalité crédible. Et je pense que le problème majeur, c'est que quand vous regardez l'opinion publique américaine, ça commence à se voir. C'est-à-dire qu'il y a des formes de décrochage et la crédibilité de la parole publique, alors en plus de ceux qui étaient en plus les plus illustrateurs, plus de ce bloc MAGA, en fait ça ne cesse de s'effriter. Or, la vraie puissance américaine, elle est un petit peu, en plus Trump l'avait rebassiné, dans cette volonté de parler doucement avec un gros bâton. C'est-à-dire, quand il avait exposé sa doctrine, il se remettait dans la position d'un ancien Roosevelt, et le côté gros bâton parlait beaucoup. Là, on a du gros bâton, mais le gros bâton, en fait, il sert plus. Il sert plus parce qu'il a démontré les limites de son efficacité. Donc, vous avez un discours creux, un bâton qui frappe pas, en fait, en face, ça répond. En face, ça répond, et justement, les Iraniens, vous avez raison, n'ont pas tardé pour répondre en diffusant dès aujourd'hui à leur télévision d'État une carte, la carte que vous allez voir apparaître sur votre écran, qui est une carte des cibles iranienne, justement, que les Iraniens estiment faisable, possible, souhaitable, voire. Ce sont les cibles sur les pays voisins, qui sont des cibles d'infrastructures gazières, pétrolières. Donc ils montrent, eux aussi, qu'ils sont prêts à agir militairement. Des installations de gaz au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, des grands centres pétroliers, des installations en Arabie Saoudite également, champs pétroliers au Koweït, Samantha Bendern. Eh bien, on voit là leur volonté de dire au monde entier, nous vous tenons en otage. Et plus cette guerre continue, plus tous ceux qui observent cette guerre se trouvent dans une situation extrêmement compliquée, parce que le monde aujourd'hui est tenu en otage par ce régime qui assassine son peuple, et ce régime qui n'hésite pas à se faire mal lui-même, juste pour garder l'illusion de pouvoir remporter son combat contre le grand Satan. Et la question que tout le monde doit commencer à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous sommes tous, je pense, autour de ce plateau réunis pour dire qu'une guerre sans objectif stratégique, sans objectif politique, qui semble être celle que Donald Trump a commencé, est une guerre qui ne peut être gagnée stratégiquement, même si les petites victoires tactiques. Mais la stratégie aujourd'hui des Iraniens semble être de dire au monde entier, nous pouvons vous étrangler. Et comment réagir face à ça ? Comment est-ce que l'Europe peut réagir face à ça ? Comment est-ce que les États du Golfe peuvent réagir face à ça ? Moi, je n'ai pas de réponse, mais ce sont des questions que je me pose. C'est que combien de temps pouvons-nous rester en observateur sans pour autant vouloir rejoindre cette guerre de Trump qui est non seulement contre nos valeurs, mais qui a été menée sans objectif politique. Quel pourrait être notre objectif politique en tant qu'Européens ? Lucas Mangey, mais c'est vraiment là la stratégie œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que les Iraniens réagissent. Ils réagissent au quart de tour. Les Américains viennent de dire nous pouvons vous cibler sur les infrastructures à double usage, etc. Nous sommes encore le doigt sur la gâchette. Attention, nous n'allons pas faire que négocier. On n'est même pas sûr de négocier. Et les Iraniens disent nous aussi. Et voilà, ils publient, ils diffusent une carte géographique. Oui, mais c'est un peu ça le problème, c'est qu'au discours un peu creux que vous évoquiez de Pitatsek, de répondre des choses assez factuelles des Iraniens et qui sont perçues dans les pays du Golfe, mais pas seulement comme une vraie menace. Là, pour poursuivre ce que disait Samantha à l'instant, la réalité, c'est que vous avez eu dans la semaine des compagnies aériennes qui ont annoncé des suspensions de vol. Lufthansa a annoncé 20 000 suspensions de vol. Des compagnies aériennes qui risquent de fermer. Oui. Des gens qui vont être un peu. Je finis juste là-dessus à 30 secondes. La réalité des conséquences
conséquences de cette guerre, on a parlé du prix de l'essence dans les stations-service, mais va commencer à être concrète dans plein de domaines. Et dans le domaine aérien, ça va être très visible, et ça l'est déjà pour un certain nombre de pays, mais ça va l'être pour des pièces industrielles qui vont commencer à manquer, l'industrie automobile, et donc la pression sur Donald Trump et sur Pete Hegseth, là où les Iraniens jouent, ce qu'ils jouent en ce moment, c'est que des gens aillent voir Donald Trump et Pete Hegseth et toute la Maison Blanche en disant, dis donc, ça va durer longtemps cette affaire-là, parce que on va pas bloquer le trafic aérien mondial. Enfin, c'est des économies qui sont en jeu, des économies au sens des économies mondialisées qui sont en jeu, au-delà même du simple blocus des bateaux et des marins. Dans leur ciblage dynamique, les Américains, eux, disent qu'ils pourraient, Xavier Titelman, cibler certains hauts responsables iraniens qu'ils appellent dans le jargon militaire des faiseurs d'obstruction. Des faiseurs d'obstruction. Donc, par exemple, ce Ahmad Vaidi que vous voyez à l'écran, qui est le commandant en chef des gardiens de la Révolution, est-ce qu'on pourrait retourner dans une deuxième phase de la guerre, Xavier Titelman, vers ce genre de cible ? Clairement, je souhaite et j'espère qu'ils vont faire des cibles légitimes militaires, que ce soit des hautes personnalités et des infrastructures militaires, plutôt que d'attaquer des ponts. Des cibles à double usage et des infrastructures à double usage, ça, vous pensez que ça serait une erreur ? Donc oui, clairement, et ça l'a déjà été, et ça n'aboutira pas à quoi que ce soit à part la souffrance du peuple iranien, qui ne se mettra pas du côté des Américains, du fait de se faire taper dessus. Par contre, si ces personnes sont des freins, et parce que ce sont ceux qui veulent éventuellement continuer à tirer, à attaquer les voisins, à empêcher des négociations, effectivement, moins ils seront nombreux, mieux ce sera. Mais la particularité des Iraniens, c'est qu'ils ont des couches et des sous-couches, et comme des oignons avec tout plein de monde en dessous. Je pense que vous pouvez le tuer, il y aura toujours quelqu'un pour remplacer. Ça fait, je sais pas combien de décennies qu'on a été dans le Sahel, combien de fois est-ce qu'on a tué le chef des terroristes, il y en avait toujours un qui était derrière. Je pense que ce sera la même chose en Iran. Oui. Les poupées iraniennes, pas les poupées russes. Mais voilà. Un oignon, ça me va l'oignon. L'oignon, ouais. Oui, nous sommes justement en direct à Washington avec Sonia Dridi. Sonia, merci d'être avec nous en direct. L'armada de Donald Trump s'intensifie pour la première fois depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis la guerre en Irak depuis 2003. 3 porte-avions américains opèrent en même temps au Moyen-Orient. Donc il y a le Lincoln, le Ford et le Bush qui déplacent avec eux tout de même un certain nombre d'avions, plus de 200 avions, des marins et des Marines. Est-ce que Donald Trump est encore une fois en train d'insister sur le fait qu'il n'a pas lâché l'affaire militairement ? Oui, Donald Trump, qui on sent en coulisses qu'il continue un peu d'osciller entre relance des hostilités ou poursuite des négociations. D'ailleurs, selon Wall Street Journal, il y a quelques jours, il a interrogé dans le bureau ovale ses conseillers sur une possible reprise des frappes, tout en semblant réticent, selon ces mêmes sources qui se sont confiées au Wall Street Journal. Alors, en effet, l'armada est renforcée, notamment avec l'arrivée de ce 3e porte-avions dans la région. Selon CNN, le Pentagone développe également des plans pour cibler les capacités militaires iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Une autre option envisagée, c'est de cibler directement des militaires iraniens ou des personnes, des dirigeants qui sont jugés comme faisant obstacle aux négociations. Ce matin encore, lors d'une conférence de presse, le général Dan Kane a dit que les États-Unis se tenaient prêts à reprendre les opérations de grande ampleur sous les ordres de Donald Trump. Donc les États-Unis se préparent à une éventuelle reprise des hostilités, mais on a aussi un Donald Trump qui semble de plus en plus lassé par cette guerre, pressé par le temps, même s'il assure qu'il a tout le temps du monde. Et donc en attendant, il a décidé de renvoyer ses envoyés spéciaux, Steve Witkoff et Jared Kushner, au Pakistan dès demain matin. Il a déclaré il y a peu à l'agence Reuters que les Iraniens avaient une proposition pour répondre aux exigences des Américains. Alors il semblait un peu nonchalant dans ce coup de fil. Il a dit on verra bien ce qui sera proposé, donc sans grande conviction non plus. Merci Sonia Dridi, vous étiez avec nous en direct de Washington. Guillaume Lascangerias, donc c'est au premier signe de l'effondrement du cessez-le-feu. Finalement, ça repart au niveau militaire. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a 19 navires au Moyen-Orient, dont ces fameux 3 porte-avions. Alors, vous savez, cette phrase, c'est dans les Tontons Flingueurs où il dit, voilà, on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Là, vous avez effectivement beaucoup de navires, c'est puissant, mais c'est l'apparence de la puissance. Pour une raison toute simple, c'est-à-dire que
3 groupes aéronavals. D'ailleurs, c'est pas 3 porte-avions, c'est tout ce qu'il y a autour. Oui. C'est particulièrement impressionnant. C'est à peu près 3 fois plus que quasiment toutes les puissances. Toutes les autres puissances, parce que les Russes n'ont plus de groupe aéronaval, les Européens, bon, il y a 2 avions, il y a 2 porte-avions chez les Britanniques, mais avec peu d'avions ou pas d'avions. Vous avez le groupe aéronaval français, et puis ensuite il y a rien quasiment. Bon, il y a les 3 porte-avions chinois qui sont plutôt d'ailleurs des portes aéronefs que des porte-avions. Prenons simplement un simple petit jeu. Vous avez 12 groupes aéronavals aux États-Unis. D'ailleurs, 12 porte-avions, ça paraît énorme, sauf que là, vous en avez déjà 3 qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Vous en avez un en permanence dans l'Atlantique Nord, voire 2, parce qu'il faut contrôler les axes entre finalement l'Europe et les États-Unis. Donc ça fait, vous en avez déjà 5. Vous en avez un en permanence, voire 2 sur la côte ouest des États-Unis. Donc ça en fait 7. Oui. Il vous en reste 4. Il y en a un systématiquement qui est en Méditerranée, et les autres sont généralement en maintenance, en transformation. En fait, il n'y a plus de pions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demain, vous avez une crise. Donc ils ont mis tous leurs pions là. En fait, ils n'ont plus de ressources, avec une disponibilité qui en plus est relativement faible dans la Navy, qui est inférieure à 40%, ce qui signifie que demain, vous avez une crise à Taïwan. Ils vont avoir du mal il va falloir qu'ils dégrafent des endroits pour l'envoyer à Taïwan, et la mer, elle est vaste, et puis l'élongation logistique quand on est en mer, on la sent. Pour aller de Hormuz à Taïwan, il faut à peu près 4 semaines. Oui. Donc voilà. Et puis vous rajoutez à ça une pénurie dans les stocks de missiles dont on a besoin, offensifs et défensifs. Ça vous crée tous les éléments de fenêtre de tir pour potentiellement d'autres compétiteurs stratégiques systémiques comme la Chine, qui à mon avis doit avoir son moment popcorn. Elle s'assied, elle regarde, et elle observe. Son moment popcorn. Entre-temps, effectivement, l'armada se renforce, et Pete Hegseth l'a dit tout à l'heure devant une conférence de presse de façon très officielle. On est prêt à dégainer. On écoute le ministre de la Guerre. L'Iran a une opportunité historique de conclure un accord sérieux. La balle est dans leur camp. Le département de la guerre est prêt. À toute prochaine étape, nous sommes prêts à dégainer. On est prêt à dégainer, Xavier Tettelman dit Pete Hegseth, et voici également les images des B-52 dans le ciel britannique. Les B-52 qui sont donc nécessaires, en tout cas ils sont en train d'arriver sur zone, pas loin, pour montrer les muscles. D'une manière générale, ils sont là pour pouvoir larguer des dizaines et dizaines de bombes. Chaque vol, ce type d'appareil peut larguer environ 30 tonnes de bombes, et certaines des bombes font 300 kilos, des bombes guidées, et donc ils vont pouvoir en larguer quasiment une centaine. C'est-à-dire que vous faites un avion, une centaine de bombes, et c'est la grosse évolution par rapport au début de la guerre où il fallait utiliser des missiles de croisière à longue portée qui coûtent cher, que les Américains n'ont pas assez, des Tomahawk. Maintenant que le ciel iranien est plus permissif, on voit que c'est quand même pas totalement 100% ouvert, ils se permettent d'amener ce type d'avions-là, qui sont des gros bombardiers stratégiques, qui sont plus fragiles éventuellement à des tirs, qui pourraient pas se défendre face à une aviation de chasse, par exemple. Et donc ces appareils-là sont très utiles pour pouvoir relancer des frappes qui seraient beaucoup plus massives que ce qu'il y a eu dans les premiers jours de la guerre. Mais ça, ils les ont déjà utilisés. En fait, tout l'arsenal américain a déjà été utilisé à un moment ou à un autre. Donc là, ils continuent à faire des vols, à s'entraîner. Ils décollent de Grande-Bretagne, ils font l'aller-retour, et ils reviennent se poser ensuite. C'est réellement quelque chose qui maintenant est tout à fait connu par les Iraniens également. Oui, Samantha. Non, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'on entend Pete Hegseth qui parle de tout cet arsenal qui se dirige vers l'Iran, les B-52 qui sont prêts au Royaume-Uni. Mais pour faire quoi ? Quel est le but stratégique de tous ces bombardements ? Est-ce que c'est pour ouvrir le détroit d'Ormuz qui n'était pas fermé avant la guerre ? Est-ce que c'est pour décapiter un régime ? Et alors, dans quel cas, avec qui va-t-on négocier ? Parce que c'est aussi la question qui se pose. C'est une question que même Donald Trump lui-même a évoquée il y a quelques jours. Si négociation devrait avoir lieu, ce qui est extrêmement frustrant dans tout ça, c'est quelle est la stratégie américaine ? Vous aviez parlé de la Chine. Eh bien, moi, j'ai entendu une phrase aujourd'hui que je trouvais magnifique, c'est que, en voulant empêcher le programme nucléaire iranien, eh bien, les Américains ont livré une aubaine aux Chinois, qui est leur vrai adversaire. Si vous lisez même le concept, comment ça s'appelle, le concept stratégique américain, ils disent que pour eux, l'adversaire le plus important, c'est la Chine, qui sont en train d'ignorer complètement.
et à qui ils sont en train de livrer des plans de guerre, parce que finalement ils sont en train de démontrer tout ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Ils sont en train d'amoindrir leur arsenal qui ne pourra pas être utilisé dans une potentielle guerre avec la Chine et d'utiliser toute leur énergie militaire et intellectuelle vers une guerre dont la moitié est utilisée pour résoudre un problème qui n'était pas là avant. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être popcorn et sans doute champagne. Au passage, tout ça avec un budget qui approche les 1000 milliards de dollars. Oui. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions quand même sur l'emploi de cet argent aux États-Unis et comment, alors avec des dépenses aussi gigantesques, on arrive à un modèle d'armée qui se réduit petit à petit. Au passage, ils ont je crois, ils ont 15 000, il y a 15 000 strikes qui ont été faits, 15 000 à peu près, oui, américains ou israéliens, je sais. Le Pentagone dit qu'il y a 13 000 cibles qui ont été touchées. D'accord. Bon, la guerre du Golfe en 1990, c'était de mémoire, ça doit être 80 000. 80 000. Ah, 80 000. Donc il y a encore de la marge. Samantha, je rajoute juste à ce que disait Samantha à l'instant, ils ont déployé tout près du théâtre des opérations le fleuron de leur marine espionne, un bateau qui s'appelle, je crois, le Liugang 1, qui y a peu de grandes puissances qui en ont, la France en a un aussi, mais ils observent, ils écoutent, et c'est une leçon à ciel ouvert, c'est-à-dire que pour eux, c'est comme si jamais il y avait un conflit un jour entre la Chine et les États-Unis, c'est une répétition générale, et ils assistent en spectateurs à tout ce que font les Américains, toutes les armes dont parlent les Américains, mais qui étaient un peu secrètes et qui sont déployées, les Chinois sont là pour les observer, les écouter, les analyser, on sait jamais, au cas où pour le futur. Le nerf de la guerre, ce sont bien évidemment les hommes, mais ce sont bien sûr aussi les armements, vous l'avez dit, Xavier Titelman, les avions, les B-52, quand ils arrivent, c'est pour bombarder. Les avions ravitailleurs que nous avons montrés tout à l'heure, qui sont sur l'aéroport de Ben Gurion en Israël, sont là pour ravitailler. Tout cela, c'est pour larguer des bombes, mais la guerre en Iran a considérablement réduit le nombre de stocks mondiaux de l'armée américaine. Et le nombre de munitions qui a été utilisé en 38 jours de guerre, puisque je vous rappelle que là on en est dans la trêve, avant justement le cessez-le-feu, et il est évidemment top secret, ce nombre de munitions. On ne dispose que d'estimations, mais regardez ces estimations. Michel Goya, on peut les commenter, plus de 1000 Tomahawk qui auraient été tirés. Donc à peu près à 3,5 millions de pièces, je rappelle. C'est à peu près 27% des stocks américains. C'est pas le coup. Non, mais alors, faut pas oublier qu'il y a cette guerre. Mais avant ça, Donald Trump a fait arroser le Nigeria avec déjà des Tomahawks. Au Venezuela, il y a quand même eu un certain nombre de choses aussi. Les Houthis aussi. Les Houthis, il y a eu pour 5 milliards de dollars de munitions lancées sur les Houthis, juste. D'accord, mais donc ça veut dire qu'ils en ont énormément quand même. Plus la Syrie, etc. Donc en gros, Trump saupoudre. Quand même saupoudre le monde de Tomahawk. Au passage. Sauf l'Ukraine, bien sûr. Oui. On peut pas tout faire. Mais c'est intéressant de le noter. Vous avez raison, Samantha. Les Ukrainiens le demandent, mais effectivement, les Tomahawks vont ailleurs. Les frappes de juin 2025, etc. Donc ils consomment beaucoup parce qu'ils font une guerre à distance. Donc ils ont besoin d'être loin. Oui. Et ils ont besoin d'être loin et ils ont besoin de frapper. Et de frapper plutôt à coup sûr. Donc ils consomment un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'ils consomment trop ? Est-ce que ça va modifier éventuellement leur stratégie ? Forcément, c'est-à-dire qu'il y a aussi notre munition critique, ce sont les intercepteurs. Oui. Les Patriotes, les intercepteurs sont les Patriotes, les SM3. Les THAAD. Ils ont utilisé 80% de leurs missiles intercepteurs THAAD. C'est gigantesque de leur stock. Non, alors qu'ils utilisent, c'est normal. Oui, mais 80%. Maintenant, ce qui est pas normal, c'est qu'effectivement, ils n'avaient pas prévu des stocks plus importants. Donc, ils n'ont pas anticipé depuis des années à augmenter la production, à constituer des stocks. Donc, maintenant, ils se trouvent en position délicate, et notamment face à la Chine, parce que tous ces armements sont des armements, il y en a d'autres, les JASM, les missiles air-sol, etc., qui sont essentiels si on veut un jour, si les Américains veulent un jour combattre la Chine. Et là, ils sont en train de s'épuiser dans ça, avec... Aussi, il faut quand même pas oublier, c'est que ces armements, beaucoup de ces composants, ils viennent d'où ? De Chine. Voilà. De Chine, voilà. Mais vous avez raison, donc au rythme de production actuel, Guillaume Lascangerias, le stock d'armes américain serait reconstitué en 6 ans. 6 ans, c'est extrêmement long. Donc effectivement, ça permettrait pas de défendre Taïwan contre une invasion chinoise si elle parvenait, si elle arrivait un jour prochain. Vous avez 2 goulots d'étranglement. Le premier, c'est d'abord la commande publique. Il n'y a pas que chez nous, les États-Unis aussi souffrent de ça. C'est-à-dire que les Tomahawk, on sait très bien, parce que c'est un document officiel, pour l'année 2026, l'US Navy, qui est quand même le principal consommateur de Tomahawk, on a
commandé 56. C'est tout. C'est tout. Ouais. Alors bon, on imagine que là, il y a eu des demandes de recomplètement, mais c'est la réalité. Donc, ça c'est le premier goulot d'étranglement. Oui. Et puis le deuxième, c'est que l'industrie américaine, y compris dans le domaine militaire, elle est toujours sur un pied de paix. Elle n'est pas sur un pied de guerre. Donc en fait, elle construit, elle conçoit des instruments qui sont déjà du cousu humain. Mais elle est toujours, mais parce que c'est long pour se mettre en économie de guerre, non ? Parce qu'en fait, tout simplement, ils ne s'y considèrent pas. C'est-à-dire que l'industrie américaine, elle est encore sur un pied de paix parce que de toute façon, elle va pas consommer pour des objets dont elle sait pas si elle va avoir besoin. C'est-à-dire le shift, c'est-à-dire le basculement, le changement d'air que nous-mêmes avons constaté avec l'Ukraine. Donc c'était en 2022, on est en 2026, on est péniblement dans l'idée qu'il va falloir commencer à augmenter les cadences, voilà. Et les industriels, notamment certains Français, ont fait énormément d'efforts, mais ça reste extrêmement long. Donc les Américains, eux, n'y sont pas. Et c'est pour ça que, oui, ça prendra 3, 4, 5, 6 ans. Parce que tant qu'un industriel, on lui promet pas une visibilité, c'est-à-dire des marchés, des commandes, il va pas former, il va pas recruter, il va pas ouvrir de chaîne de montage, et il va pas construire. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Ouvrir une usine, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, surtout des usines aussi spécialisées, ça prend des années, années. Le ministre de la Défense, Sophia Mara, aux États-Unis, doit attendre l'approbation du Congrès pour obtenir des fonds supplémentaires avant de pouvoir payer les fabricants. Oui, bien sûr. Mais ce qui est quand même qui attire l'attention, c'est que l'administration américaine a déjà sollicité fort des General Motors pour en janvier, à partir de janvier. C'était avant la guerre, même. Exactement, mais à nouveau, il y a 2 semaines. Ce qui veut bien dire qu'il y a un gros problème. Mais moi, je vous réponds, je commande ce que vous venez de dire par une question. Comment ceci est possible, puisqu'on sait qu'il y a 6 ans de stock de déficit. On sait aussi que les navires, les 11 groupes aéronavals ne suffisent pas à gérer un risque sur Taïwan et en même temps finir cette guerre, n'est-ce pas ? Alors ça veut dire que la devise américaine, ou son motto, qui est de dire qu'on peut faire 2 guerres majeures en même temps, ne fonctionne plus. Faut voir aussi que, idéalement, y compris jusqu'à Trump, l'idée de faire des guerres majeures, les États-Unis ne les faisaient pas tout seuls. Il y avait un truc qui s'appelle des alliés. Bon, là, il y a Israël. Aujourd'hui, il y a Israël. Oui, mais Israël va pas s'amuser à soutenir les Américains à Taïwan. C'est un truc tout bête. C'est déjà dans leur environnement régional, ils ont suffisamment de pain sur la planche. En fait, les États-Unis se rendent compte que tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Là, ils confondent vitesse et précipitation, et ils n'iront sans doute pas très loin non plus. Mais alors, Michel Goya, pour l'industrie de défense, c'est un problème de délai. Mais alors, comment justement réduire ces délais de remplacement ? D'abord, pas que, mais c'est pas simplement un problème de délai, mais c'est un problème globalement d'organisation. Je le rappelle, encore, le budget il est là, 1000 milliards de dollars. Bon, il y a de quoi faire, des commandes, etc. Bon, alors qu'est-ce qui cloche ? Il y a plein de choses qui clochent en réalité dans la politique industrielle. C'est-à-dire que je pense que les Américains, d'abord, se sont concentrés sur des grands programmes industriels dont 1 sur 2 ne va pas au bout. Dont 1 sur 2 aboutit en monstre. Ils ont voulu construire des destroyers du futur, la classe Zumwalt, un truc furtif. La furtivité, au passage, ça leur coûte un pognon fou pour résultats stratégiques qui ne sont pas si évidents. Donc le destroyer Zumwalt, ça devait être un truc du futur avec des lasers, etc. Moralité, ça a été un flop. Ils ont construit 3 et chacune de ces frégates, chacun de ces destroyers coûte 4 milliards de dollars. Donc je dis, ok, bon ça, flop. L'armée de terre, l'US Army, elle a été obligée de renoncer à des programmes, le nouvel hélicoptère, le Comanche abandonné, la pièce d'artillerie, le Crusader abandonné, le FCS, nouveau véhicule abandonné, parce qu'à chaque fois ça aboutissait à des monstres industriels d'un coût considérable. Le F-35, il était sur la sellette, mais ça c'est devenu un programme absolument gigantesque, et tout ça absorbe énormément de ressources pour, au bout du compte, des résultats opérationnels qui ne sont pas si évidents. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer effectivement sur la production de masse en série d'équipements peut-être un peu moins sophistiqués, mais qui ont fait leurs preuves, non, ils ont misé là-dessus.
et ça aboutit à un gâchis, il y a un gâchis de pognon qui est absolument colossal dans le budget américain. Mais en fait, Michel avait mentionné tout à l'heure ces fameux JASM, un type de missile. Donc, ce sont des missiles air-sol. Avant la guerre en Iran, il y en avait 2300 aux États-Unis. Aujourd'hui, il en reste 425. Voilà ce qui a été utilisé en 1 mois et demi. Et les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent qu'en produire 396 par an. Donc, on voit aussi, on parle de gâchis, on parle d'envoyer des grands moyens. Beaucoup de gens disent que Trump adore voir les grosses explosions. Donc, est-ce qu'il y a aussi eu cette volonté chez les militaires américains d'offrir des spectacles à Trump, parce que c'est ce qu'il réclamait? J'en reviens un petit peu à ce que je dis, je répète constamment sur l'émission, c'est que là encore on a eu ces tactiques, donc une guerre tactique, des frappes, des destructions, mais sans stratégie, évidemment que ça va gaspiller des munitions. Vous parliez des Tomahawk, donc j'avais eu les mêmes chiffres que vous sur la Navy qui en commande 50. Moi j'avais 58, dont 56, 58 pour 2025. Pour l'année prochaine, ils en ont 785. Mais comment est-ce qu'ils vont les fabriquer? Alors, il y a effectivement des problèmes de stock de munitions, mais il y a également, Jean le disait tout à l'heure, l'armée, ce sont des hommes, et les hommes, il faut qu'ils soient en bonne condition physique. Pete Hegseth, encore lui, qui aujourd'hui a fait beaucoup de déclarations, a également parlé, non pas aujourd'hui, mais vous allez voir le lien, il souhaite depuis un certain temps, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, donc depuis janvier 2025, le ministre de la Guerre, il souhaite que les normes soient recréées dans l'armée américaine, non sexistes, avec des tests plus rigoureux pour les soldats qui partent en première ligne. Et aujourd'hui est sortie cette vidéo de l'armée américaine, donc là c'est la communication de l'armée américaine, qui explique en détail quels tests exactement vont devoir passer hommes et femmes dans l'armée américaine pour être envoyés en première ligne et être supposés en forme. Bon, test de conditions physiques, Michel Goya. Alors, vous avez vu que course de 1 mile, donc c'est 1,61 km, ok. Bon, ça va pas mal. Mais ensuite, il faut faire 30 pompes. Mais c'est quoi? C'est pour... 30 pompes. C'est pour l'engagement, des tests d'engagement? C'est un test annuel que doivent suivre les recrues. Donc un nouveau test annuel. Ah oui, là c'est pas la même chose. Je vois un test annuel. Donc je recommence 30 pompes avec arrêt, c'est-à-dire que bon, on fait des pompes et on décolle les mains du sol entre chaque pompe. On décolle le cul aussi. Non. Ensuite 50 mètres avec marche, un sprint de 100 mètres, pardon. 16 levées de sacs de sable, transportés sur 50 mètres, 2 bidons d'eau de 40 livres chacun. Bref, est-ce que ça vous paraît des nouvelles normes qui sont exigeantes? Non. 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 C'est-à-dire quoi? Le niveau a baissé? Bah justement, Pete Hegseth, il veut remonter le niveau. Oui, alors il a peut-être raison, mais non, mais globalement, les soldats américains ne sont pas forcément d'une grande... Bon, est-ce qu'on a l'équivalent chez nous? Oui. C'est beaucoup plus dur chez nous. Voilà, c'est beaucoup plus dur chez nous. Oui, bien sûr, tous les ans, il y a des tests annuels qui sont durs. Xavier, vous avez des détails de course, par exemple. Alors, en gros, on tourne autour d'un stade, il y a des bips. À chaque bip, il faut être au suivant. Au bout de 20 minutes, vous courez à 20 km/h. Et donc, vous avez une note qui va dépendre de votre rapidité. Et si vous craquez plus tôt, vous avez une note pourrie. Quelqu'un qui n'a pas la moyenne, qui n'a pas 10 sur 20 sur la globalité, il va être inapte au combat. Il ne peut pas être déployé. Même assis dans un avion à 4000 mètres d'altitude au-dessus du Tchad, il n'a pas le droit d'y être s'il n'a pas le minimum. Toutes les épreuves qu'on voit américaines, elles doivent être faites en moins de 30 minutes. Hein. Non, mais objectivement, c'est vraiment basique. Hein. D'accord, donc ça vous paraît très facile. Sophie Amara? Je suis curieuse de savoir si cela s'applique aussi aux femmes. Oui, tout à fait, ça s'applique aux femmes. C'est bien compris. Mais avec le même nombre de pompes, le même poids pour les sacs. Non sexiste, Sophie Amara. Non sexiste, ça veut dire la même chose pour les hommes et les femmes. Pete Hegseth moi, je vous ferai bien quelques petites pompes, là. Et qui il est, on sait que vous en êtes capable. On sait que vous en êtes
être capable, mais bon, Pete Hegseth. Mais Pete Hegseth, justement, revenons à lui en avril 2025, donc l'année dernière. Donc c'est un sujet qui lui tient à cœur parce que écoutez ce qu'il disait en avril, justement, dans le détail sur ce qu'il souhaitait pour les troupes américaines, qu'elles soient affûtées. Les soldats qui combattent au sein de l'unité que beaucoup d'entre vous dirigeront sont capables physiquement de faire ce qui est nécessaire sous le feu ennemi. Ils doivent être en forme, pas obèses. Ils ne doivent pas avoir l'air négligés, surtout nos chefs. C'est pourquoi nous examinons comment le département a appliqué ces normes par le passé, en particulier au cours des 4 dernières années, et si ces normes ont baissé, que ce soit officiellement ou officieusement. Guillaume Lascangerias, Pete Hegseth l'a dit, fit not fat. Donc ça a l'air d'être important. Mais parce que il avait relevé une baisse de standard. Mais c'est parce que c'est une réalité dans l'armée américaine. Vous avez alors déjà parce que vous avez une apparence déjà une dissociation sur les parties du corps qu'ils ont tendance à muscler, c'est-à-dire plutôt le haut du corps que le bas du corps. Dans l'armée américaine. Oui, on fait une culture de faire des pompes, mais pas de courir. C'est-à-dire que c'est voilà. Une deuxième chose qui est assez vraie, c'est comment dire, l'alimentation américaine et même sur les bases américaines ne fait rien pour faire, on va dire, avec des fruits, des légumes et on est plutôt dans le complément alimentaire ou dans le régime soda hamburger. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que au fil des années, la disponibilité, la capacité des soldats américains, de l'armée de terre essentiellement, à partir et à être fit for duty, c'est-à-dire être apte au combat, n'a cessé de diminuer. Mais alors, je vais presque dire, c'est le cas dans beaucoup d'armées, notamment anglo-saxonnes. Alors l'exemple que j'ai, il n'est pas américain, il est britannique, mais c'est le même genre de difficulté. Vous avez des tendances à l'obésité, au surpoids, et derrière, vous avez en gros une disponibilité inférieure à 70%. Donc, les images que vous voyez à l'écran sont celles de Pete Hegseth qui a donné l'exemple lui-même en octobre 2025. On le voit. Est-ce qu'il est bon dans ce rôle, Xavier Titelman ? Bon, mais c'est-à-dire voilà, des exercices avec des pneus. Quand même, il donne l'exemple. Regardez, le ministre de la Défense américain. On peut pas lui reprocher d'être en bonne condition physique. Non, on ne peut pas. Ça, c'est vrai. Aussi. Mais il y a un chiffre qui a été paru en 2023, c'est que 70% des soldats américains sont en surpoids et 20% sont obèses. En Allemagne, il y avait 30% des soldats allemands. Je me souviens à l'époque, ils étaient venus en France pour faire des études. Pourquoi est-ce que les Français, vous êtes en si bonne forme ? Parce qu'on fait du sport. Et tous les jeudis matins, quel que soit votre emploi, vous pouvez pas faire même le boulot administratif. Vous allez faire du sport, c'est obligatoire. Et ils avaient 30% de l'armée allemande qui était jugée inapte au combat pour mauvaises conditions physiques. Alors parfois c'est des blessures, etc. Mais un tiers, c'est absolument gigantesque. Donc les Américains 70%, les Allemands 30%, et les Français servent de modèle dans le domaine. Effectivement, s'il veut donner l'exemple, qu'il le fasse. J'ai bossé avec les Marines plusieurs fois. Mais et alors au niveau de leur forme physique ? C'est très bon en musculation. Super. Mais j'attends le mais. On passe sa journée à. Alors, ce qui est pas mal, parce que une des caractéristiques du soldat moderne, c'est qu'il doit porter beaucoup de choses. Donc c'est bien d'être costaud, quoi. En revanche, endurance zéro, quoi. Il marche pas. Et quand on dit on va faire une marche commando, par exemple, marche commando, nous on court. En fait, on court. Tout les Américains, équipé, on court. Eux, marche commando, ils marchent. Ils marchent. Non mais vous plaisantez. Non oui. mais j'ai mis des tonnes d'exemples comme ça. D'accord. Lucas Manget. Les bases américaines. Je pensais pas que vous auriez autant à critiquer. Non mais parce que vous l'armée américaine. Vous parliez de l'alimentation. L'un des requis des grandes bases américaines quand ils s'installent dans des pays, c'était le cas notamment en Irak, et c'est des bases que j'ai beaucoup fréquentées. Moi aussi, je les ai vues. Je sais bien. Il y avait d'ailleurs 20, pardon, je vous coupe un instant, mais il y avait 20 goûts différents de glace justement dans la base américaine. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est une reproduction. Manger en plein Irak, Bagdad, j'étais stupéfaite. Mais c'est une reproduction de l'Amérique, parce que l'Amérique se déploie avec son alimentation. C'est ça. Alors, c'est le cas aussi, je veux dire, les soldats français. Elle projette même l'alimentation. Mais je vais pas citer oui, mais sauf que c'est une alimentation qui ne correspond pas à des soldats dans des zones de guerre. C'est-à-dire que, sans citer de marque, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de le faire, mais toutes les grandes marques de burgers américains ont des emplacements gigantesques. Anne évoquait les glaces, toutes les grandes marques de desserts, les sodas, genre de choses. Et en fait,
le quotidien. Alors évidemment, pas quand ils sont en opération au fin fond de l'Irak ou de l'Afghanistan, mais dès qu'ils reviennent dans cette base, l'alimentation est la même alimentation que celle qu'on trouve dans les banlieues et dans les villes américaines, parce que ça doit correspondre à la puissance américaine qui est projetée. On projette aussi cette idée de la puissance alimentaire. En 2005, j'avais calculé que les soldats américains grossissaient en Irak. En moyenne. C'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Ça veut dire comment vous avez calculé ça en 2005, Michel ? On a de données en disant que voilà, globalement, le soldat américain, à partir de 2005, commençait à grossir. Et ça, c'est un très mauvais indice. Parce qu'à partir de 2005, ils étaient plus dans les bases. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont pas sur le terrain, ils sont pas. Et c'est parce qu'à partir de 2005, quand l'insurrection a commencé, ils se sont beaucoup plus enfermés dans les bases. Ils sont bunkérisés. Et puisque vous parlez de l'Irak, j'ai un jour dû rencontrer des anciens de Saddam Hussein, son garde-corps, son sosie et son ministre, un de ses ministres, dans le cadre d'une enquête. Ils avaient déjà fui l'Irak, puisque Saddam était tombé, et l'un d'eux était furieux de voir que dans l'armée, les anciens américains avaient grossi, et lui, il était svelte, on aurait dit un SS, et il disait, nous, du temps de Saddam, on devait monter sur la balance, et il fallait pas que ça dépasse un certain poids par rapport à sa taille. Donc effectivement, Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain, exige une certaine discipline de ses soldats qu'il personnifie lui-même. Revenons à l'Iran et à qui dirige l'Iran aujourd'hui. L'Iran aujourd'hui, plus personne ne comprend, en tout cas pas Donald Trump. On va l'écouter dans un instant. Qui est à la tête de la République islamique d'Iran, parce que ça n'est plus une seule personne, comme lors du temps du guide suprême, mais c'est un collectif de commandants aguerris, avec Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême, qui serait le président du conseil d'administration en chef, peut-être peut-on le dire comme ça, Sophia Amara, mais Mojtaba se cache parce que il a été, d'après les informations du New York Times, opéré 3 fois à sa jambe. Il attendrait une prothèse. Sa main aurait également subi une opération. Son visage, ses lèvres seraient gravement brûlées, d'où la parole difficile et d'où l'absence de vidéos, d'audio, mais surtout de vidéos, parce que évidemment il ne veut pas être vu en position vulnérable. Bien sûr, c'est ce que dévoile dans cet article incroyable du New York Times, qui s'est basé sur de nombreuses sources sur place et qui dévoile même que l'actuel président iranien, qui est médecin, fait partie de ceux qui auraient opéré le guide suprême, le nouveau guide suprême. L'équipe, effectivement, qui traite et qui soigne le guide suprême, qui se cache. Alors que peu de gens peuvent aller le voir, effectivement. Effectivement, non seulement ça, mais la manière qu'il a de communiquer avec le reste du monde rappelle les méthodes de Ben Laden, c'est-à-dire des courriers qui sont envoyés par moto ou par véhicule, mais il change plusieurs fois de passeur, personne de confiance, ou de messager, afin qu'il n'y ait pas de lien établi entre ceux qui transmettent et le lieu où se cache le guide suprême. Bien sûr qu'il apparemment il est encore vivant, mais évidemment les passedarans sont aux manettes. Il va sans dire, et Ahmad Vahidi, qui est le chef des gardiens de la révolution islamique, est un dur de dur, et même s'ils prétendent qu'ils sont encore chapeautés par ce guide suprême, eh bien on peut penser que ce sont les passedarans qui prennent les décisions et qui lui passent l'information après coup, parce qu'il est dans cet état physique décrit par le New York Times. Et d'ailleurs, tous les dirigeants qu'on commence à connaître, que ce soit Mohamed Ghalibaf, le chef du Parlement, que ce soit Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, se sont sentis obligés de tweeter aujourd'hui pour dire nous sommes tous unis, nous sommes sur la même ligne, parce que depuis quelques jours, non seulement est-ce que Trump remet en question l'unité de ce qu'on pourrait appeler un gouvernement en Iran, mais la toile est complètement vérolée de rumeurs, de contre-rumeurs. Alors certaines ne sont pas très crédibles, mais d'autres semblent venir de sources très crédibles pour dire un tel a été arrêté, finalement il n'a pas été arrêté. Et donc, il y a un flou très important sur qui est aux commandes en Iran, et est-ce qu'un régime tellement acculé où personne n'est aux commandes ne serait pas plus dangereux encore
un régime qui serait plus confiant. Et on rajoute à ça, ce qui semble être un peu un chaos à la Maison-Blanche, ça s'annonce pas très bien. Alors justement, vous avez raison, Donald Trump, lui, ne comprend absolument pas qui il a en face de lui. On écoute ce que dit Donald Trump et ensuite on va revenir à cette réaction assez amusante par tweet interposé des hauts dirigeants iraniens qui ont posté le même tweet au mot près, je vais vous le lire, à peu près à la même heure, pour réagir à cette confusion dont se dit victime Donald Trump. On écoute d'abord le président américain, c'était hier. Nous ne savons pas à qui nous adresser. Là-bas, ils savent qui est le dirigeant de leur pays, mais nous non. Car rappelez-vous, il y a eu un changement de régime. Ali Khamenei n'est plus là. Il est parti vers des cieux meilleurs. Lui et toute son équipe sont partis. Puis un deuxième groupe est arrivé, et puis ils sont tous partis. Et maintenant, vous avez le troisième groupe, et eux aussi, ils craignent de devoir partir. Oui, Guillaume Lascangerias. Donc là, Donald Trump, il insiste sur le fait qu'il ne sait pas avec qui il négocie, ça n'est pas clair, et il prétend que les Iraniens ne le savent pas non plus. Alors, partons déjà d'un principe, c'est que il a quand même une bonne part de responsabilité dans cette confusion, de savoir avec qui il négocie. C'est-à-dire qu'ils ont quand même éradiqué effectivement une grande partie des leaders. Je pense que personne, globalement, ne les regrette. Cela dit, ça crée effectivement cette sorte de vide qui aspire d'autres que l'on, techniquement, connaît beaucoup moins. Et là, vous êtes obligé, derrière, de recréer les conditions d'une forme de dialogue. C'est difficile de dialoguer, parce que pour dialoguer, il faut être deux, au moins deux formes de régime. Et il y en a probablement un qui a peu confiance en l'autre. Et puis, il y a une troisième dimension qui est aussi essentielle. C'est que on se focalise beaucoup sur l'idée que, avant de négocier, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, que ce cessez-le-feu tienne à tout prix. Et je crois qu'on perd énormément d'énergie sur cette phase-là. Partout dans l'histoire militaire, la plupart du temps, on négocie encore sous et avec la pression des armes. Parce que ça permet justement d'obtenir... C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Bah non, justement. Non. Parce qu'en fait, il y a des escarmouches, mais vous n'avez pas, plus... véritablement, oui, puisqu'on est en cessez-le-feu. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. On cherche à sauver absolument le cessez-le-feu pour ensuite entamer des négociations, sauf qu'on est tellement focalisé sur ce cessez-le-feu qu'on s'interdit de rentrer dans une vraie phase de négociation. Je donnerai un exemple, parce que je l'aime beaucoup, alors pardonnez-moi, c'est mon côté historien. La guerre de 30 ans qui a ravagé l'Europe pendant une dizaine d'années, pendant quasiment 8 ans, les négociations, elles commencent en 1644. La guerre, elle s'arrête en 1648. Et il ne s'est pas passé 4 ans de cessez-le-feu. Pendant ce temps-là, l'Allemagne et une grande partie des pays européens ont continué à être mis à sac. Vous avez eu des nouveaux acteurs, d'autres qui sont sortis plus ou moins volontairement de l'équation, mais on a négocié. En fait, on a maintenu un cadre de négociation, et ces négociations étaient enrichies ou au contraire désavouées par les résultats sur le terrain. Et je pense que c'est ça qu'on a perdu. On se focalise trop sur ce qui est nécessaire, parce que finalement, derrière, vous avez comme des êtres humains, et notamment la population iranienne ou des États du Golfe ou d'Israël qui souffrent littéralement, parce que ce sont comme eux, d'abord, qui se prennent les obus, les missiles sur le coin de la figure. Mais derrière, si vous voulez obtenir la fin de ce qui est d'abord essentiellement un acte politique, eh bien, vous devez être capable de négocier. Et le cessez-le-feu, ce n'est qu'une transition. Alors, face à cette confusion exprimée par Donald Trump sur qui dirige la République islamique aujourd'hui, les Iraniens ont réagi, et ils ont réagi d'une drôle de façon, puisque effectivement, le président Pezeshkian et le président du Parlement, Ghalibaf, ont posté le même tweet avec les mêmes mots, au mot près, à la virgule près, pratiquement en même temps. À 18h10, heure de Paris, c'est Ghalibaf, le président du Parlement, qui a commencé, et à 19h, c'était hier, le président Pezeshkian. Ils terminaient leur tweet par ces mots: un Dieu, une nation, un leader et un chemin, celui de la République, celui de la victoire de l'Iran, plus cher que la vie. Voilà, Lucas Manger, c'était leur stratégie pour montrer qu'au contraire, il y avait une unité
côté Téhéran, côté République islamique, et donc des gens avec qui négocier. C'est son rôle à lui. Le rôle de Pezeshkian, c'est ce qui est dans la réalité du pouvoir iranien tel qu'il était depuis 79. Le président est une sorte de premier ministre, mais n'a pas l'autorité du guide suprême. Et il est là pour assurer, en temps normal, la jonction entre les différents courants qui existent, que ce soit les courants religieux, les courants militaires, les gardiens de la révolution, les modérés, les plus durs, les pragmatiques. Il a un rôle, il est élu, c'est une personnalité élue, mais avec des élections qui ont longtemps été traficotées à la dernière minute, et surtout à des candidats qui sont choisis par un conseil de discernement qui est proche du guide. Tout ça pour dire que ce que dit Pezeshkian aujourd'hui est une manière de répondre effectivement... Pezeshkian et Ghalibaf, ils disent la même chose. Oui, ils disent la même chose, mais parce que... C'est une technique de communication, bien sûr. C'est une technique parce que eux, en fait, ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur, probablement, de se faire complètement déborder par la frange gardien des révolutions du pays et d'être tout simplement dégagé par un vrai coup d'État militaire. Oui, mais je rappelle que l'information de ce soir, c'est que le ministre des Affaires étrangères iranien est arrivé à Islamabad et que Donald Trump a fait cette déclaration à un journaliste de Reuters selon laquelle il pensait que les Iraniens allaient revenir vers lui avec un accord qui serait favorable, qui serait aux conditions américaines. Et Donald Trump vient d'ajouter à Reuters, je cite Donald Trump, je ne veux pas le dire trop fort, mais nous traitons avec les personnes qui sont au pouvoir en Iran. Alors, merci Donald Trump. On imagine bien qu'il traite aux personnes qui sont au pouvoir. Donc, il sait parfaitement qui est au pouvoir et il traite avec elles. Oui, évidemment. Ce qui est intéressant dans le copier-coller que vous avez mentionné avec Ghalibaf et Pezeshkian et même le ministre des Affaires étrangères Araghchi, qui, il faut le répéter, apparemment n'a pas de mandat pour aller négocier au Pakistan, eh bien, c'est sur ordre des gardiens de la révolution. Tout semble indiquer que ce sont les gardiens qui ont donné pour instruction de bien montrer qu'il y a une unité autour du pouvoir, autour du régime central. Donc ce sont les passedarans qui ont apparemment demandé à tout ce beau monde eh bien, de nier toute dissension au sein du régime pour donner une image d'unité. Mais aussi, selon le New York Times et The Guardian, Steve Witkoff et Jared Kushner vont partir demain matin pour Islamabad. Oui. Alors, de façon protocolaire, ça peut pas être J.D. Vance qui rencontre le ministère des Affaires étrangères, mais aussi ce que le message qui semble être dit, c'est bon. Et d'après ces deux journaux, il y aura, les Iraniens insistent pour une rencontre directe avec les deux envoyés américains qui n'ont aucun rôle formel. Bien, justement, c'est là que se trouve le flou. Parce que les Pakistanais disent que les Iraniens ne rencontreront pas les Américains et qu'ils ont un courrier écrit. Et les Iraniens à Téhéran, alors que le ministre des Affaires étrangères iranien était dans l'avion pour se rendre à Islamabad, ont laissé entendre qu'il y allait, mais il avait pour instruction de ne pas avoir des contacts directs avec la partie adverse. Oui. Alors que les négociations vont peut-être recommencer effectivement à Islamabad, Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain, aujourd'hui, lors de sa conférence de presse, a une fois de plus, j'allais dire, et de façon extrêmement claire, railler, critiquer les Européens à travers l'organisation de l'OTAN. L'Europe et l'Asie ont bénéficié de notre protection pendant des décennies, mais l'époque du parasitisme est terminée. L'Amérique et le monde libre méritent des alliés compétents, loyaux et conscients que l'alliance n'est pas une voie à sens unique, mais une relation réciproque. On ne compte pas sur l'Europe, mais elle a bien plus besoin du détroit d'Ormuz que nous. Elle ferait sûrement mieux de moins parler, d'organiser moins de belles conférences et de monter sur un bateau. Guillaume Lascangerias, là on a des propos fleuris, c'est-à-dire l'époque du parasitisme est terminée. C'est très fort de qualifier les États européens qui font partie de l'OTAN de parasites par rapport aux États-Unis. Il ferait mieux de monter dans un bateau. Hein. Idéalement, le terme qu'ils utilisent souvent, c'est free riders, c'est-à-dire passagers clandestins. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ne font que reprendre ce que les Américains, quelles que soient d'ailleurs les administrations, disent depuis 1999, depuis un sommet de l'OTAN à Washington, déjà, en 99, où à l'époque, les États-Unis s'étaient dit, bon, écoutez, on commence à en avoir. On était pourtant
que quelques années après la fin de la guerre froide. Et les Européens, c'est vrai, globalement, avaient commencé à réduire très largement leur investissement dans la défense. Et les Américains, eux, déjà tiraient la sonnette d'alarme. Et ils n'ont pas cessé de le faire. Ils l'ont fait sur les 20 dernières années. Et à chaque fois, les Européens, au sein de l'OTAN, disent « oui, on va se réveiller ». La dernière fois où ça a été important, c'est en 2014, au sommet de Newport, où on avait claironné qu'on allait monter à 2% du PIB dans la défense. On l'a jamais atteint. Je suis d'accord avec vous que ça fait longtemps que les Américains nous envoient des signaux, mais il y a des choses quand même très graves qui sont en train de se passer aujourd'hui. C'est qu'en parallèle des déclarations de Pete Hegseth, il y a un email qui a fuité, qui a été confirmé par Downing Street, par Londres, dans lequel les Américains disent il faudrait qu'on trouve un moyen de renvoyer les Espagnols de l'OTAN parce qu'ils ne sont pas contents avec Pedro Sanchez, mais qui disent aussi que les îles Malouines, qui ne vont plus considérer que les îles Malouines devraient faire partie des territoires d'outre-mer britanniques, et que peut-être qu'ils ne vont plus soutenir la position des Britanniques vis-à-vis des îles Malouines. Et ça a été pris tellement au sérieux par Downing Street que Downing Street, donc Keir Starmer, a répondu officiellement pour dire non, les Falklands appartiennent au Royaume-Uni, il n'y a aucune question de les remettre en question. Donc là, on voit. Et avec ça, les armes que les Européens avaient achetées, surtout pour les Estoniens et les Polonais, des armes achetées qui sont maintenant ne vont pas être livrées parce que les Américains disent elles vont être détournées vers le Golfe. Et je ne parle même pas du système Pearl, donc du système d'achat d'armes pour les Ukrainiens, qui est en train de souffrir aussi. Donc, à part les mots. Et je suis d'accord avec vous, là il y a des actes et il y a les déclarations de Pete Hegseth et un email qui n'aurait pas dû fuiter mais qui visiblement, en tout cas les Anglais ont pris très au sérieux. Alors il y a les Anglais mais il y a également l'Espagne puisque comme vous savez Donald Trump estime que l'OTAN n'a pas soutenu les opérations américaines pendant la guerre en Iran et comme le montre une note interne du Pentagone, parmi les options envisagées pour punir entre guillemets les États otaniens, eh bien ça serait potentiellement la suspension de l'Espagne de l'OTAN. L'Espagne, je le rappelle, possède 2 bases américaines. Les Américains possèdent 2 bases militaires en Espagne. L'Espagne, dès le début de la guerre, avait refusé d'accorder aux États-Unis les fameux droits d'accès, droits de stationnement, droits de survol. Et cela a énormément vexé Donald Trump. On écoute la réaction aujourd'hui du Premier ministre Pedro Sánchez, du Premier ministre socialiste espagnol. On ne se base pas sur des mails, on s'appuie sur des documents et des positions officielles par le gouvernement américain. La position du gouvernement espagnol est claire, une coopération totale avec ses alliés, mais toujours dans le respect du droit international. Michel Goya, effectivement, on se base pas sur des mails, il a raison, mais le torchon brûle entre l'Espagne et Washington depuis un certain temps. Il faut quand même rappeler que la guerre en cours n'a rien à voir en soi avec l'OTAN, avec l'organisation de l'OTAN, donc on utilise des moyens de l'OTAN, les Américains utilisent des bases moyens de l'OTAN de base. Sans cesse pour cette guerre. Oui, pour cette guerre, ce qui montre au passage qu'ils ont quand même un petit peu besoin, malgré tout, des pays européens, et en particulier leurs bases. Il faut quand même rappeler que ces bases, tout ça, ça fait l'objet de ce qu'on appelle des SOFA, c'est des accords avec différentes nations sur ce qu'on peut faire dans le pays, etc. Que beaucoup de ces bases, en réalité, sont financées par les États eux-mêmes, alors en particulier en Allemagne. C'est-à-dire que voilà, c'est les États qui payent aussi une partie du fonctionnement de ces bases. C'est pas uniquement que les Américains, ça les Américains l'oublient un petit peu, et que accessoirement, le Premier ministre espagnol, on peut critiquer sa position, mais il est parfaitement dans son droit. Sur l'emploi des bases sur son territoire qui, encore une fois, je rappelle, ça ne concerne pas l'organisation, ça ne concerne pas l'Alliance Atlantique, cette guerre. Voilà, alors donc, en fait, les Américains sont un peu coincés quand même, dire, bon, exclure l'Espagne de l'OTAN, c'est impossible, c'est impossible. D'abord parce que ça doit se prendre, c'est une décision qui se prend collectivement. Que dites-vous, Xavier, qu'il le fasse ? Mais moi, je veux que l'OTAN se débarrasse des Américains. C'est pas que... Oui, je sais que vous... Voilà. Il est 23h53, vous pouvez nous dire le fond de votre pensée, Xavier Zittelmann. Voilà, redites ce que vous avez sur le cœur. On nous reproche, très bien, on achète, il y a 300 milliards de dollars de matériel américain qui doivent être livrés à l'Europe. Oui. Il n'est pas au niveau prévu, il est trop cher. Quand les Norvégiens veulent acheter des avions adaptés, des Gripen,
Que font les Américains? Pression diplomatique révélée par les fuites de Edward Snowden. On va vous forcer à acheter du F-35. C'est moins bon, vous pouvez en acheter moins. Il vous coûte plus cher à exploiter. Ils font pas tout ce qui était prévu. La liste est ultra longue. Ils reprochent au Japon de ne pas être armé. C'est les Américains qui ont imposé aux Japonais de ne pas pouvoir avoir dans leur constitution d'avoir une armée expéditionnaire capable de se défendre elle-même parce qu'ils occupent une partie du Japon militairement. Ils sont toujours présents pour cette raison. Donc aujourd'hui, soit ils nous disent très clairement arrêtez de nous acheter du matériel, faites votre propre matériel, armez-vous, soyez des alliés fiables, éventuellement si on est dans les mêmes bateaux pour avoir les mêmes guerres, mais on ne va pas les suivre dans des expéditions comme ça. Et ce qui est gênant dans l'OTAN, c'est qu'on est associé, sans le vouloir, et Trump y participe, à l'Irak. Ah bah tiens, c'est les méchants occidentaux qui ont attaqué l'Irak. Et on est associé à des choses qui nous font du mal déjà à la base, on ne voudrait pas que ça ait lieu, mais en plus, le monde entier croit que les Européens et l'OTAN participent à ce genre de choses. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut vraiment couper les ponts avec les Américains. S'ils veulent virer les Espagnols, suivons les Espagnols, sortons nous-mêmes de l'OTAN et recréons quelque chose à côté. Bon, ça, c'est une idée propre à Xavier Kittelman. Ah non, voilà. Entièrement d'accord. Non, mais en tout cas, là, ce qu'il vient de dire, vous êtes sans doute d'accord avec lui, Samantha, vous allez nous le développer tout de suite, mais attendons-nous un instant sur ce qui s'est passé ce matin à Nicosie, en Chypre, puisqu'il y avait un sommet des chefs d'État européens, justement, qui étaient là pour discuter de la coopération de défense et de la sécurité. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, ce matin, a dit quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le sens que vous étiez en train de souligner, Xavier. Je pense que l'OTAN doit rester unie. Je pense que nous devons travailler à la renforcer et même renforcer le pilier européen de l'Alliance, ce que nous faisons évidemment, compte tenu de toutes les questions que vous connaissez en matière de défense. Ce pilier européen doit clairement être complémentaire du pilier américain. Bon, Samantha, vous êtes plutôt d'accord avec Xavier. Guillaume Lascon-Jarias, pardon, je vous donne la parole tout de suite, je suis pas sûr que vous soyez d'accord. Samantha. Mais Giorgia Meloni est un chef d'État. Bien sûr qu'elle ne peut pas dire il faut qu'on mette les Américains hors de l'OTAN. Nous, on peut le dire ça sur un plateau. Moi, je le dis. Ah, vous avez raison de faire la différence, effectivement. En ayant travaillé à l'OTAN, en tant que Britannique, et donc avec la relation très spéciale que les Américains, la special relationship entre les Britanniques et les Américains. Mais ce que les Américains font aujourd'hui est extrêmement grave. Ils nous mettent en danger. Ils nous mettent en danger par association à des actions pour lesquels la plupart des Européens ne seront pas d'accord. Ils nous mettent en danger parce que pendant des années, ils nous ont obligés à acheter des armes américaines et aujourd'hui, on risque de se retrouver tout nus devant les Russes. Ou en tout cas, peut-être que les Français, les Suédois, les Norvégiens et un petit peu les Britanniques pourront nous habiller. Mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et en plus de tout ça, les Américains, aujourd'hui, sont en train de se comporter comme les alliés de la Russie qui nous menacent et pas les alliés de l'OTAN. Nous, on se fait dézinguer en public parce qu'on ne veut pas participer à cette opération dans le Golfe. Mais Vladimir Poutine, qui lui vend des drones ou peut-être même donne des drones aux Iraniens, fournit du renseignement aux Iraniens qui est utilisé pour tuer des soldats américains, eh bien, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, il se fait inviter au G20. Voilà, les États-Unis ne sont plus notre allié et il faut juste espérer qu'ils ne vont pas devenir notre ennemi. Voilà ce que je pense aujourd'hui et que l'heure est très grave. Oui. Il y a une chose positive, parce qu'il faut quand même, il est bientôt minuit, se dire qu'il y a des choses positives quand même. Mais bien sûr qu'il y a des choses positives. Non, c'est que Trump a réussi un exploit européen, c'est qu'il a remis Meloni dans le jeu européen. À son corps défendant, je pense qu'il était un peu compliqué ce rapport avec Meloni quand même. Mais c'est ce que je dis. On va y revenir juste après minuit. C'est-à-dire que Meloni, la déclaration que vous venez de passer de Meloni, elle ne l'aurait pas tenue avant la guerre en Iran. Notamment du point de vue du football. Je fais du teasing pour ce dont nous allons parler quelques minutes après minuit. Non, mais vraiment, je veux dire, Giorgia Meloni a affiché une proximité idéologique et humaine avec Donald Trump et la Maison-Blanche. Et d'une certaine manière, à cause de la bêtise qui a été faite à la Maison-Blanche de critiquer le pape, ça a obligé Giorgia Meloni à se souvenir, ou à rappeler plus exactement au monde entier que le pape vit en Italie, certes au Vatican, et qu'il est américain. Oui, mais Meloni, depuis quelques jours, est dans toutes les institutions européennes, on la voit partout, elle est très chaleureuse, et elle est redevenue européenne. Et donc, je pense que c'est grâce à Trump. Guillaume Lascon-Jarias, justement sur cette question de l'union de l'OTAN. Alors,
il est vrai, et je partage, moi aussi j'ai travaillé à l'OTAN, donc je peux avouer que j'ai un côté aussi un peu stockholmisé, mais je suis conscient... Stockholmisé. Mais oui, je peux avoir conscience à la fois des avantages et des inconvénients de l'Alliance. Le problème de cette Alliance, c'est que vous avez aujourd'hui des pays européens qui sont incapables de se réveiller ou de se désarimer ou de se désintoxiquer, parce que c'est ça, on est dans l'addiction de 80 ans où les États-Unis nous ont fourni, finalement, leur appui, leur soutien et ce qu'on pensait être éternel. Les coupables, en réalité, c'est moins les États-Unis que nous-mêmes.